Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Renaud Bourbonnais. En compagnie de Renaud, on va effectuer un retour sur la victoire des Alouettes de vendredi soir dernier à Hamilton. Déjà une 7e victoire cette saison pour les hommes de Jason Maas, qui était mené en attaque par Davis Alexander, qui a connu une autre bonne performance après avoir connu un lent début de rencontre. Toujours en compagnie de Renaud, on va poursuivre notre survol des divisions du côté de la NFL. Cette semaine, on va s'attarder sur la section Est de l'association américaine. Je vais recevoir également le receveur de passe québécois Damien Alford qui poursuit sa carrière universitaire dans les rangs de la NCAA, maintenant avec l'Université de Utah. Je vais répondre à vos questions et comme à l'habitude, bien sûr, on va terminer l'épisode en beauté avec Marc-André Chaloux qui va venir nous parler de fantasy football. Cette semaine, Marc-André va nous parler des joueurs qui, selon lui, pourraient s'avérer être des flops lors de la prochaine saison de la NFL. Alors, on va commencer cet épisode en parlant des Alouettes avec Renaud. Comme je le disais tout à l'heure, c'était une 7e victoire pour les hommes de Jason Maas cette saison, Renaud. Et c'était une bonne performance à part de Davis Alexander, mais il a toutefois fait face à de l'adversité à Hamilton, ce qui n'avait pas été le cas contre les Rough Riders à Saskatchewan. Bon, tu sais, c'est un peu plus facile lorsque tu t'amènes en relève, il n'y a pas de pression sur tes épaules, tu n'as pas le temps de penser. Mais là, cette fois-ci, Alexander, il a eu toute la semaine afin de penser à son tout premier départ dans la Ligue canadienne. Il a été victime d'un échappé. Il a été victime également d'une interception qui a été retournée jusque dans la zone des buts pour un toucher. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il nous a démontré à quel point il était fort mentalement, à quel point il a du caractère, parce qu'après ça, il s'est vraiment mis à bien jouer. Ben vraiment, puis à ce point-là, surtout quand il y a eu l'interception retournée par un touché, on s'est tous dit, oh, est-ce qu'il va s'écrouler? Est-ce que ça va être Mm-hmm. un écroulement comme on a vu beaucoup de corps arrière le faire chez les Alouettes dans les 10 dernières années? Puis finalement, non, il a rebondi de belle façon. En deuxième demi, il a été excellent. Il a commencé à étirer le bras, à lancer des passes sur les lignes de côté. Ses receveurs ont fait des beaux jeux pour lui, mais quand même, il avait l'air d'un corps arrière confiant. Tu voyais que la petite rouille ou la petite nervosité du début de match, elle était partie pour Davis Alexander. Et quand il a été frappé fort, ça a été un moment d'adversité de plus. Ça aurait pu complètement le sortir de son match. Il aurait pu ne pas être le même quand il revient. Non, il est revenu toujours aussi calme, toujours aussi prêt à faire des jeux. Donc, moi, je lui donne un beau A pour sa deuxième demi. Et pour la performance en général, oui, c'est la défense des Tiger Cats, mais quand même, j'ai trouvé qu'il a été impressionnant. Ouais, le coup dont tu parles, on voit à l'écran là, ici justement Casey Seals qui a mérité une pénalité de 25 verges pour rudesse excessive, puis c'est pleinement mérité. À ce moment-là, Alexander est resté longtemps au sol. Il est retourné sur les lignes de côté. Les thérapeutes sportifs des Alouettes massaient son dos, puis je me disais, bon, ça y est, les Alouettes viennent perdre une autre carrière, ça n'a pas de bon sens. Ben non, il est revenu dans le match. Le même est en mesure d'orchestrer une séquence qui s'est terminée par un toucher de Walter Fletcher. Alors, comme tu l'as dit, encore une fois, de l'adversité pour le jeune quart des Alouettes. Et encore une fois, il a été en mesure de répondre, de garder son sang-froid et de revenir, de rebondir. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça encore plus impressionnant, je le répète, que la performance qu'il a connue contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Ouais, puis il y a eu un bon coup de main de ses receveurs. J'en ai parlé tantôt sur les longues passes sur les lignes de côté. Il y en a un qui s'est démarqué dans ce match-là, Charleston Rambo. Ça a probablement été son meilleur match depuis qu'il est avec les Alouettes. On sait, c'est un gars pour qui on a fait de la place au camp d'entraînement, Charleston Rambo. On ne le voyait pas nécessairement beaucoup depuis le début de la saison. Et là, de plus en plus, depuis que Caleb Evans puis Davis Alexander là, occupent le poste de corps depuis 2 matchs, on voit que son niveau d'implication est plus grand. Puis eux ont beaucoup joué avec Charleston Rambo au camp d'entraînement parce qu'ils n'étaient pas avec les partants pendant le camp jusqu'à ce qu'on libère Tevin Jones. Donc, je trouve ça intéressant de voir la connexion qui est en train de se développer entre Davis Alexander et ce receveur-là. Ouais, ce sont des ajustements que Rainbow a fait au ballon. Là, on vient de le voir, la réception qu'il a réussi près de la zone début. On croyait initialement que c'était un touché. Finalement, on a jugé qu'il était sorti à l'extérieur des limites du terrain, à la ligne d'une verte. Mais quand même, la façon dont il s'est ajusté au ballon, ça, c'est en plus du fait que c'est un marchand de vitesse, c'est un joueur qui est très explosif. En début de saison, on ne lui lançait pas beaucoup de ballons. Puis je me demandais pourquoi, parce que il avait été étincelant, je trouvais, lors du camp d'entraînement. Je ne sais pas si c'était une question du fait là qu'il est un joueur recru qui s'ajustait toujours au football de la Ligue canadienne. Mais là, je crois vraiment qu'on est en train d'assister à son émergence depuis les dernières rencontres.
il est beaucoup plus impliqué. Donc, il semble qu'il a la confiance des entraîneurs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses pour Charleston Rambo. Il ne faut pas l'oublier. Au sein de l'attaque, d'une certaine façon, il remplace Austin Mack. Austin Mack qui est avec les Falcons Mhm. d'Atlanta présentement. Et puis là, on se disait, bon, OK, est-ce qu'il va être en mesure de livrer la marchandise? Ben là, on voit, là, il est en train de démontrer son talent. Alors, en tout cas, moi, j'ai déjà hâte à la rencontre de samedi pour voir la suite des choses du côté de Charleston Rambo. Il y a un joueur qui a inscrit le premier touché de sa carrière du côté des Alouettes vendredi soir à Hamilton. C'est le centre arrière David Dallaire, ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Je ne sais pas si tu te souviens, Renaud, plus tôt cette saison, lorsque les Alouettes avaient joué à Toronto, Dallaire s'est fait plaquer à la ligne de 2. Il était juste à 2 Ouais. verges d'inscrire le premier touché de sa carrière. Ben oui, lorsqu'il était revenu sur les lignes de côté, Frédéric Chagnon l'avait accueilli, il avait donné un câlin, il lui avait dit, regarde, ça va arriver, tu vas le marquer ton premier touché. D'ailleurs, qu'il en est à sa deuxième année, ben là, on le voit à la reprise. Finalement, il a été en mesure d'inscrire le premier touché de sa carrière. Je tenais absolument à faire un clin d'œil à David Dallaire. Lorsque je l'ai interviewé après la rencontre, Renaud, on a dû voir le sourire qu'il avait. Ah ouais. Ses yeux brillaient. Ouais, ouais, à quel point il était heureux finalement d'avoir inscrit le premier touché de sa carrière. C'est vraiment un beau moment pour lui. Ouais, puis tu sais, à la position de centre arrière, c'est une position ingrate où on bloque beaucoup. On est dans le groupe de porteurs de ballon, mais on touche pas vraiment Ouais. au ballon, ou du moins pas souvent. On est rarement en fin de soirée là, dans les bulletins de nouvelles. On ne voit pas vraiment ce que le centre arrière a fait. On parle pas vraiment d'eux. Donc oui, c'est le fun pour un gars d'ici là, justement qui peut lancer sa carrière de marqueur de toucher là. Euh, des fois, ça arrive pas à toutes les saisons pour les centres arrière, on le sait selon le plan de match de l'entraîneur, comment l'entraîneur gère son attaque. Il y en a qui n'aiment pas donner le ballon au centre arrière. Mais là, il a eu la chance de le faire, puis il a attrapé le ballon. Ouais, ce que j'ai aimé en plus, c'était la réaction de ses coéquipiers. Pratiquement toute l'équipe s'est rendue dans la zone Mhm. début pour le féliciter. Alors ça nous démontre à quel point il est apprécié dans le vestiaire des Alouettes. Ben oui, complètement. Il n'y a pas juste lui qui s'est démarqué dans ce match-là. Enfin, on a parlé de l'attaque depuis tantôt, puis de Davis Alexander qui a été impressionnant. Mais la défense des Alouettes a fait des gros jeux. Comme à tous les matchs, on dirait que ça a juste passé sous le silence, étant donné Ouais. qu'on regardait beaucoup Davis Alexander. Mais au final, elle n'a rien donné en première demi parce que les points des Tiger Cats sont venus d'un retour d'interception. Puis en deuxième demi, tout ce qu'elle a donné, elle l'a donné alors que le match était somme toute hors de portée. Donc ça a été vraiment une autre performance sans baveur pour cette défense. Ouais, on a réussi 2 interceptions aux dépens de Bolivar Mitchell. Bolivar Mitchell, en plus, qui avait établi une marque personnelle la semaine précédente en complétant 5 passes de toucher, mais c'était contre la défense d'Edmonton. Alors, c'est pas le même calibre là, d'unité défensive que celle des Alouettes, vraiment pas. Puis après la rencontre, j'ai interviewé le demi-coin des Alouettes partant à Kevin Alto. Puis je lui ai dit justement, je vais répéter un peu qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, que les Alouettes avaient bien joué offensivement, ils avaient juste accordé un toucher à la fin du quatrième quart. Puis Ento était fâché justement du toucher que les Alouettes avaient concédé. On voulait rien accorder aux Tiger Cats. Ça nous démontre la mentalité que cette unité défensive, la défense de Noir Top a, on veut rien donner aux équipes adverses. On veut même pas leur donner des miettes. Même le toucher là, qui compte pour des calories vides là, du côté des Tiger Cats de Hamilton, ben Ento était fâché que la défense l'ait concédé. Alors ça nous démontre justement, comme je le disais, la mentalité qu'on a au sein de cette unité. Pourquoi, depuis la deuxième moitié de la saison dernière, elle est la meilleure de la Ligue canadienne de football. Ben oui, sans aucun doute. Puis tu vois, je me rappelle l'an dernier d'un match, je me rappelle pas c'était contre qui ou dans quelle rencontre, mais un autre match où les Alouettes avaient pratiquement rien donné. Je pense que c'était contre les Stampeders. Puis qu'en fin de match, on avait accordé un toucher comme ça. Puis que c'était la même chose, les joueurs défensifs à la fin de la rencontre. Bon, oui, contents d'avoir gagné le match, mais étaient vraiment déçus d'avoir accordé ces points-là. Ils prennent fierté là, de laisser le moins de points possible sur le tableau en fin de match. Puis si on soustrait les 7 points qui sont venus d'interception, on peut le dire encore cette semaine, ça a tellement été une grosse performance pour cette unité-là. Moi, je me questionne pas en fait. Pour moi, c'est pas juste la meilleure unité défensive de la Ligue canadienne de football. C'est probablement la meilleure unité, toute unité confondue là, de toute la Ligue. Ah, c'est du quoi, j'y pense, ouais. C'est fort possible. C'est fort possible parce que, bon, il y a des attaques qui sont explosives, celle des Lions de la Colombie-Britannique, ben, d'une semaine à l'autre, on ne sait pas vraiment Mhm. qu'est-ce que l'attaque des Lions va nous donner. Puis là, on l'a vu, ils ont été blanchis la semaine dernière, Ben puis oui. Vernon Adams s'est blessé. Mais non, c'est un bon point que tu amènes, c'est une bonne observation, ouais. Je crois que oui. C'est fort possible que les Alouettes, la défense des Alouettes soit la meilleure unité de la Ligue canadienne. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Sean Lemon, parce qu'il avait ses audiences avec la Ouais. Ligue canadienne, là.
Ça se passait le 1er et 2 août. Là, on n'a pas eu de nouvelles. Bon, typique de la Ligue canadienne, donc j'imagine que ça va sortir à un moment donné au cours de la semaine. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. On verra bien. Mais malgré tout, l'unité défensive qui joue très bien sans les services du vétéran ailier défensif. Les Alouettes ont perdu les services de Caleb Evans au cours de la rencontre. Ça s'est passé en deuxième demi, puis ça semblait grave, là. Une blessure à un genou. Bon, on ne Mhm. sait pas encore la nature exacte de sa blessure, mais toutefois, selon le journaliste Dan Ralph de la presse canadienne, eh bien, il dit que les Alouettes auraient mis sous contrat Dominic Davis. Alors, on enregistre ce podcast lundi soir. Les Alouettes seront de retour à l'entraînement mardi. Alors, on verra si Dominic Davis ou une autre carrière sera présent. Il ne faut pas oublier que Davis a déjà porté les couleurs des Alouettes. Et Mhm. en 2022, je crois qu'il avait marqué 13 touches au sol. Il avait fait vraiment du bon boulot en faux flat de quart. Ça m'a fait mal au cœur là, de voir Caleb Evans lorsqu'il se tordait de douleur sur le terrain du Tim Hortons Field à Hamilton parce que écoute, là, en l'espace de 2 semaines, il a perdu son poste de partance. C'est lui le partant lorsque Ferdinand s'est blessé. Puis là, il semble Mhm. avoir subi une grave blessure à un genou. Ouais, puis en plus, une blessure, là, c'était avant même le contact, là, qu'on l'a vu tomber au sol, se prendre le Oui, genou. Ça sent la fin de saison dans les estrades pour Caleb Evans. Là, je ne suis pas docteur, on ne peut pas prédire, mais ça a vraiment l'air de ça. Puis c'est dommage parce que dans son rôle sur les faux filets du corps, il est efficace, Caleb Evans. Il fait bien son travail. Tu sais, dans le match contre oui. la Saskatchewan, quand il avait été cloué au banc, on l'avait ressorti au quatrième quart pour réussir des jeux. C'était pas un gars qui avait boudé, il était resté concentré sur la tâche, puis il avait réussi ses jeux. Dominic Davis est un joueur super efficace sur ces facettes de jeu-là. On l'a connu à Montréal. Moi, je l'ai connu à Ottawa aussi. Donc, à ce niveau-là, bon, c'est pas trop grave, mais pour l'individu, pour Caleb Evans, c'est sûr que c'est vraiment dommage de perdre là, cette opportunité-là de faire des jeux pour l'équipe, comme il a été une pièce importante pour l'équipe l'année dernière. Oui, non, tu as vraiment raison. Parce qu'on espère que la blessure ne mettra pas fin à sa saison là, pour lui, parce que j'ai vraiment détesté voir ça. Comme tu l'as dit, sans contact en plus, c'était pas très beau à voir. Alors, les Alouettes seront de retour en action encore une fois contre les Tiger Cats de Hamilton samedi soir. La rencontre sera présentée au stade Percival Molson à 19 heures. Alors oui, c'est une série aller-retour entre les Tiger Cats et les Alouettes. On s'affronte juste 2 fois cette année, Renaud, hein? Mhm. Montréal-Hamilton, ça prend juste 2 fois. Habituellement, les équipes de section vont jouer 3 fois, un contre l'autre. Alors, ça va être important, bien sûr, pour les hommes de Jason Mars de gagner ce match-là, mais j'ai l'impression que ça va être un match serré, là, étant donné qu'on va avoir joué un contre l'autre une semaine auparavant, match de section. Ça parlait beaucoup là, sur le terrain. Moi, j'étais sur les lignes de côté à Hamilton, Mhm. jeu après jeu. C'était quand même un match robuste. Puis on se narguait, on parlait. J'ai l'impression que l'intensité sera encore plus élevée samedi soir au Sabres Monson. Ouais, on mettait la table samedi dernier, ou plutôt vendredi dernier, on mettait la table pour le match de la semaine prochaine. Je suis pas mal sûr de ça. Puis ça va être un bon match. D'habitude, les séries aller-retour dans la Ligue canadienne, on a l'habitude, là, même si le premier n'est pas serré, ça ne veut pas dire que le deuxième ne le sera pas. Puis ça ne veut pas dire non plus que l'équipe qui a perdu le premier ne va pas sortir. Oui, alors on verra que le résultat de cette rencontre, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors samedi à 19 heures, les Tiger Cats qui visiteront les Alouettes. Ben, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le receveur de passe québécois Damien Alford. Alford avait commencé sa carrière universitaire avec l'Orange de Syracuse, mais là, au cours de la saison morte, il est transféré. Il est maintenant en Utah, à Salt Lake City, avec le programme des Utes. Alors, il amorce un nouveau chapitre de sa carrière. Alors, écoutons l'entrevue que j'ai faite avec le receveur québécois Damon Alford. Et au retour, Renaud et moi, on va y aller de notre survol de la section Est du côté de l'Association américaine de la NFL. On a le plaisir d'accueillir le receveur de passe de l'Université de l'Utah, le Montréalais Damon Alford. Tout d'abord, Damon, merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de problème, pas de problème. Merci pour m'inviter. Oui, alors Damon, tu es un ancien de l'Université de Syracuse. Tu vas maintenant porter les couleurs des Utes de Utah. Dis-moi comment tu as fait pour transférer. Qu'est-ce qui a mené à ta décision finalement de quitter Syracuse pour l'Université de l'Utah? Mais premièrement, j'ai eu 4 bonnes années à Syracuse. Puis juste pour... j'étais rendu vers la fin de ma carrière. J'étais dans ma 4e saison. Puis il y a des choses qui se passaient que je pensais qu'il fallait que j'aille quelque part d'autre pour me développer plus pour que j'atteigne mes buts. So, c'est là que j'ai décidé de mettre mon nom dans le portail.
Utah s'est démarqué le plus parce que ils avaient tout ce que j'avais besoin dans une équipe, puis juste aller là. Oui, ça, pour les gens qui ne le savent pas, bon, il y a eu un changement d'entraîneur également avec Lawrence de Syracuse. Ça, à quel point ça a été un impact? Parce qu'on sait maintenant, au niveau du football universitaire américain, avec les NIL, autrefois, c'était plus difficile de changer d'école, mais là, les joueurs changent d'école, mais également les entraîneurs là, qui ne se gênent pas, les nouveaux entraîneurs-chefs, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau programme, ben, ils ne se gênent pas justement pour remplacer les joueurs. Là. C'est pratiquement rendu comme du sport professionnel. Ouais, c'était pas vraiment une situation de remplacement, c'est juste que moi, je me sentais qu'il fallait que j'aille quelque part d'autre pour me développer. Puis j'ai dit ça au nouveau coach, ils ont compris, ils ont respecté ma décision, puis ça a juste fini comme ça. Oui, puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'Université de l'Utah? Est-ce que tu avais d'autres options? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te joindre au programme des Utes? J'avais Utah, j'avais Oklahoma State, puis j'avais Louisville qui étaient intéressés. Mais moi, Utah, comme je t'ai dit avant, c'était vraiment parce que à cause de la culture. Quand j'ai pris ma visite, je suis tombé en amour direct avec la ville. Quand je suis arrivé là, les coachs ils m'ont dit qu'est-ce que j'avais besoin d'entendre, pas qu'est-ce que je voulais entendre. Puis ils disent que je vais venir ici, je vais jouer, puis ils comprennent mes buts, puis qu'est-ce que j'ai bu pour moi, puis c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. Oui, puisque c'est une saison clé pour toi. Là, ça va être ta dernière dans les rangs universitaires. Hein? Ouais, ouais, c'est ma dernière. Damien, en plus, tu t'apprêtes bon, à disputer ta dernière saison dans les rangs du football universitaire américain. Dis-moi, quels sont tes objectifs en vue de la prochaine saison? Mes objectifs de cette saison, c'est vraiment juste de faire mieux que l'année passée, rester en santé, prendre soin de, prendre soin de moi mentalement, puis juste aller sur le terrain, puis pas être stressé, puis juste jouer au football. Puis les résultats que je vais avoir à la fin de l'année, ça va être ça, puis je vais aller par là. Puis mes buts, c'est d'aller à la NFL, puis c'est ça que je vais pousser pour cette année. Oui, parce que l'année dernière, avec Lawrence, tu avais connu une bonne saison. Pourtant, c'est pas en raison là, du manque de production là, que tu as quitté le programme, comme que tu viens de nous l'expliquer. À quel point tu avais justement été satisfait de ta saison en 2023 à Syracuse? Je suis jamais, pour de vrai, je suis pas satisfait. Je suis jamais satisfait de mes résultats. Je sais que je peux faire mieux. L'année passée, j'ai fait de mon pouvoir de faire ce que j'avais à faire. Puis les résultats sont là, tu peux les voir, mais je sais que j'ai plus à donner avant ma carrière d'université. Ouais, tu as mentionné la NFL, c'est bien sûr un objectif. Tu as été un coéquipier de Mathieu Bergeron avec Lawrence de Syracuse, avec Jeff Canté-Arcou, qui lui joue Ouais. maintenant pour les Alouettes, puis il connaît un excellent début de saison pour les Alouettes. À quel point tu suis justement les carrières de Mathieu et de Jeff? Mais Jeff, j'étais content qu'il s'est fait drafter dans une équipe. Je savais qu'il allait se faire drafter. Jeff, il est bon. Je l'ai vu sur le terrain. Comme, j'étais pas surpris. Mais pour Matt, c'était mon role model quand j'étais à Syracuse parce qu'on était les deux en offense. Lui, c'était le capitaine, puis il me parlait à chaque fois, il me dit juste work à chaque jour, puis tout ça. Puis l'année passée, j'ai eu le rôle de capitaine, ce que Matt avait avant. So, je me sentais que je prenais les bons pas pour me rendre où je voulais me rendre dans la vie. Ouais, puis c'était comment là d'être un des capitaines d'équipe, justement? J'étais surpris parce qu'ils l'ont annoncé dans le meeting. Puis moi, je savais pas que les gars allaient me choisir, mais parce que moi, je fais juste faire que I just go to work every day. Puis le fait que les gars ont vu ça, puis ils voulaient que je sois leur capitaine, like I love them for that. Puis je les souhaite une bonne saison pour les gars qui sont encore à Syracuse. Ouais, alors du côté des Utes, la saison dernière, ils ont terminé avec une fiche de 8 victoires et 5 défaites. Quels sont les objectifs d'équipe là, cette année? Juste aller jouer, s'amuser, puis gagner des games. Euh, quand je suis venu, je vais retourner à quand je parlais de mon recrutement. Il y a beaucoup de vétérans sur l'équipe que leur but c'est de rendre à la NFL. So, moi, juste me mettre sur une équipe comme ça, puis je sais que la mentalité, les gars, c'est de se rendre à ce but-là. On sait qu'à chaque jour, il faut qu'on se pousse à 100%. Puis on n'a pas le jour à comme vraiment prendre 2 jours de repos parce qu'on sait qu'on a des buts, pas juste pour nous, mais pour l'équipe, pour se rendre dans le championnat cette année, puis c'est ça qu'on va faire.
Ouais, puis bon, ton objectif numéro un individuel, c'est bien sûr de participer à un quart de la NFL l'année prochaine, même d'être repêché. Mais si jamais tu n'atteins pas cet objectif-là, est-ce que tu es ouvert à jouer dans la Ligue canadienne? Ouais, je suis toujours ouvert à tout. Moi, en longtemps que je continue ma carrière de foot, je suis content. Puis juste représenter mon nom de famille on the back of my jersey, c'est ça le but. Ouais, ben écoute, ben on te souhaite tout d'abord d'atteindre ton objectif numéro un, de connaître une belle saison à l'Université d'Utah et après ça, ben, d'obtenir une opportunité du côté de la NFL. Dis-moi, le campus de l'Université d'Utah, ça se situe dans quelle ville exactement? C'est à Salt Lake City. C'est OK, c'est comme à pas Salt juste Lake. entre. OK. Yeah, Ah, le OK, campus, bon, donc c'est... yeah, j'aime le campus, mais il faut quand même. Je sais pas me rendre comme vraiment partout, mais genre m'habituer. Ouais, fais-toi-en pas, ça va venir avec le temps, là, ça fait juste quelques semaines que tu es là, tu vas finir par Ouais, t'habituer. Donc, OK, donc tu es proche du centre-ville, donc t'es pas loin, là, quand même. ouais. Ah ben ça c'est bien, ça c'est excellent. Est-ce que tu es un fan de hockey? En plus, il va y avoir une équipe de hockey maintenant à Salt Lake City là, dès la prochaine saison, dès l'automne. Ouais, je suis un fan de hockey. Je sais que j'ai entendu qu'il allait avoir une équipe, so je vais aller regarder les games. Il y a même les Utah Jazz que je vais aller regarder aussi. So, juste avoir Ouais. les équipes comme ça, quand j'ai du temps off, je vais aller regarder puis m'amuser. Ah ben ça c'est super. Écoute, Damien, encore une fois, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps. On te souhaite d'avoir une excellente 2024. Il n'y a aucun doute que je vais continuer à te suivre. Pas de problème, merci. Le moment est venu de faire notre survol de la section S de l'AFC. Alors, on va tout d'abord jeter un coup d'œil au classement de la saison dernière. On va se rafraîchir la mémoire, Renaud. Naturellement, ça avait été les Bills de Buffalo qui avaient terminé au premier rang. Les choses ont changé, hein? On se souviendra que pendant 2 décennies, c'était les Patriots qui terminaient premiers pratiquement automatiquement. Puis là, ils ont terminé dans la cave de la section S de l'américaine. Les Dolphins, ton équipe, Renaud, les Dolphins de Miami qui ont Mhm. présenté une fiche de 11-6, n'a pas bien terminé la saison. Hein. Au mois de septembre, au mois d'octobre, ça allait bien. En tout cas, on va avoir la chance d'en parler. Et les Jets de New York, on sait tous ce qui est arrivé là, avec la blessure d'Aaron Rodgers quoi, après 4 jeux lors du premier match de la saison. Les Jets qui ont quand même gagné 7 matchs de peine et de misère, mais mon Dieu, qu'ils étaient pas beaux à avoir joué offensivement. Zach Wilson n'est plus là. Bref, on va parler de chacune de ces 4 formations. On va commencer avec le bas du classement, Renaud. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui, on le voit, fichent 4 victoires et 13 défaites la saison dernière. Puis là, ben, c'est le début d'une ère nouvelle. Hein. Bill Belichick n'est plus là, c'est John Mayo qui est le nouvel entraîneur-chef des Patriots. Ouais, absolument. C'est une nouvelle ère parce que là, ça faisait plus de 20 ans que Bill Belichick était en poste chez les Patriots. Mais il hérite malheureusement pas de l'équipe qui avait Tom Brady et toutes les autres super Hmm. vedettes des Patriots. Il hérite d'une équipe qui est à construire présentement. Une équipe qui va probablement battre pour ne pas être dans le fond de la cave. Dans sa division, elle est un peu destinée à être dans le fond de la cave chez les Patriots. Puis le projet de Drake May est intéressant. On a repêché en haute première ronde au dernier repêchage. Par contre, il va falloir lui donner le temps. Il va falloir qu'on place un peu l'équipe, c'est-à-dire qu'on donne un peu de rodage à cette équipe-là, je pense, avant qu'on lui donne une chance derrière le centre. C'est Jacoby Brissett qui va prendre les remises en début de saison. Puis, je ne sais pas pour toi, mais je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les partisans des Patriots qui se sont habitués aux saisons victorieuses. Je pense que c'est une saison de transition. On n'est pas tout de suite arrivé à faire des pas vers l'avant en Nouvelle-Angleterre. Ouais, ben surtout pour Gerard Mario, ça va être la première fois qu'il va être entraîneur-chef. Écoute, il a connu une belle carrière en tant que secondaire de ligne des Patriots. Mhm. Une fois qu'il a pris sa retraite, il s'était joint immédiatement au groupe d'entraîneurs, donc il a appris sous Bill Belichick. Mais de devoir succéder à une légende, c'est pas facile, ça. Que ce soit Ouais. à la position d'entraîneur-chef ou à celle de carrière, ça, c'est vraiment pas facile. Et puis là, bon, du côté des Patriots, on n'arrête pas de dire, bon, l'atmosphère est plus détendue, maintenant que Belichick n'est plus là et tout. Là, on est durant le camp d'entraînement. C'est sûr, c'est l'histoire d'amour, c'est la lune de miel. Mais ce que Mayo sera en mesure, justement, de gérer ce programme-là, ben, il y a juste le temps qui va nous le dire. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Parce que traditionnellement, lorsque les gens succèdent à un entraîneur-chef légendaire comme Bill Belichick, qui est le plus grand entraîneur-chef de l'histoire de la NFL, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les joueurs vont toujours comparer les méthodes de Mayo avec celles
de Belichick. Et comme tu l'as dit, on est en reconstruction du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Si Mayo sera en mesure justement de faire preuve de leadership et comment il va gérer les rencontres aussi. Comme je le disais, il n'a jamais été entraîneur-chef. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux pas apprendre tant et aussi longtemps que tu ne l'as pas fait. Si tu veux bien, on va jeter un coup d'œil justement à la saison morte des Patriots, les nouveaux visages qui se retrouvent à la Nouvelle-Angleterre et ceux qui ont quitté. On le voit, on a signé des joueurs autonomes au niveau de la ligne à l'attaque, notamment avec Okafor. Et si tu as parlé justement de Jacoby Brissett. Jacoby Brissett, c'est un vétéran. Il avait commencé sa carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. L'année Mhm. dernière, il a porté les couleurs de Washington. Moi, c'est un joueur que j'aime. Il n'est pas un grand carrière, mais c'est quand même un bon carrière qui offre des performances solides, Jacoby Brissett. La question est de savoir quel genre de début de saison qu'on va avoir. Parce que tu sais, lorsqu'on repêche un carrière en première ronde, on nous dit tout le temps, ah ouais, on aimerait ça que le vétéran commence la saison. Mais du moment que l'équipe se retrouve avec une fiche de 1 victoire et 5 défaites, on envoie le Mhm. jeune carrière dans la mêlée, en l'occurrence Drake May. Alors, est-ce que tu penses que c'est le scénario qui va probablement se produire avec les Patriots? Euh, Écoute, probablement, surtout qu'on a un entraîneur recru qui va peut-être être précipité de vouloir faire une décision. Comme tu commences ta carrière comme entraîneur-chef, tu veux pas évidemment donner une fiche horrible à la fin de la saison. Si tu perds ton emploi éventuellement, tu veux avoir une chance de t'en trouver un autre. Donc, à ce niveau-là, je pense que oui, on va voir Drake May à un certain point cette saison. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas chez les Patriots. C'est la même chose qui s'était passé avec Mac Jones quand on l'a repêché en première ronde et tout le long qu'il a été avec les Patriots. On lui a pas vraiment donné d'armes offensives autour de lui. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est comme ça depuis des années chez les Patriots. Pas convaincu que la mise sous contrat de KJ Transition. Osborne va Non, régler les c'est ça. problèmes à la position de receveur, non? Non, non, exact, c'est ça. Puis à tous les années, on va chercher un KJ Osborne, justement, pour venir remplir dans l'attaque, mais il n'y a pas de réel receveur numéro un. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu chez les Patriots. J'ai envie de te dire depuis les belles années de Julian Edelman. Et à ce niveau-là, c'est ce qui m'inquiète. C'est sûr que c'est l'an 1 d'un plan. Donc, on ne peut pas tout avoir tout de suite. On fait ce qu'on peut, mais au cours des prochaines années, est-ce que les Patriots, justement, vont vouloir ajouter ou vont pouvoir ajouter du talent autour de May? Parce que présentement, c'est un peu comme l'envoyer à l'abattoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est drôle, aujourd'hui, j'ai entendu une rumeur. Parce qu'on sait que Brandon Ayuk, du côté des 49ers de San Francisco, n'est pas satisfait de son contrat. Puis qu'on voit depuis la fin de la dernière saison, là, les receveurs de passe n'arrêtent pas de toucher le gros lot à travers la NFL. Là, il y a une rumeur qui enverrait Ayuk aux Patriots. Bon, je dis c'est une rumeur que j'ai entendue en écoutant un autre podcast de football. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'est-ce que tu viens de dire, là. On ne regorge pas de talent à la position de receveur de passe du côté des Patriots. Puis c'est vrai, on dirait qu'on va chercher tout le temps, on met ce contrat année après année, le même type de receveur de passe. Et Josh Osborne, oui, c'est un receveur de calibre de la NFL, mais il n'est pas un grand joueur. On mise toujours sur Juju Smith-Schuster, des joueurs de ce genre-là, Kendrick Bourne. Mais où est le receveur numéro un qui va dicter la couverture, effectivement? On n'en a pas encore une fois du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Puis, pour les joueurs qui ont quitté l'organisation des Patriots, est-ce qu'il y en a un qui te saute aux yeux, qui te dit, bon, ben là, lui, il va manquer à la Nouvelle-Angleterre? Ben, écoute, la défense de la Nouvelle-Angleterre était l'identité de l'équipe depuis le départ de Tom Brady. Donc, j'aurais envie de te dire Jalen Mills. Mais dans la vérité, c'est que je regarde, bon, Trent Brown, on a signé Okorafor pour le remplacer. Sinon, Mac Jones quitte. Mais bon, le projet Mac Jones, je ne sais pas s'il y avait encore des Ouais. croyants, mais je pense que tout le monde avait abandonné. De toute façon, on a comme recommencé l'horloge là, des corps arrière en repêchant Drake May. Et Ezekiel Elliott, qui a été vraiment ordinaire, puis de toute façon, depuis quoi, 5 ans maintenant, on le dit, là, qu'il ralentit à tous les ans, qu'il est retourné à Dallas. Donc, pour moi, c'est pas non Hey, plus c'est comme lui si le on avait numéro un à Dallas, perdu si des tu peux joueurs y importants. croire, hein, présentement. Oui, oui, je sais, mais par défaut. Oui, non, je sais, ça juste pas de bon sens. Écoute, Zeke, je ne sais pas s'il lui reste des sens dans le réservoir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est toujours lui qui est numéro un à Dallas. Mais continue. Mais écoute, au final, non, ma réponse était non. Pour moi, il n'y a pas de joueurs que les Patriots vont se mordre les doigts nécessairement là, au courant de la saison. Pour leur départ, de toute façon, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, là, mais on est en reconstruction du côté des Patriots, donc on essaye d'amener des jeunes talents dans l'équipe de toute façon.
Ouais, j'ai bien hâte de voir si la défense sera tout aussi solide qu'elle a été l'année dernière. Parce que les Patriots, ça, c'est quelque chose qui a comme passé sous le radar en raison bon, de la mauvaise saison et des déboires de l'attaque. Mais défensivement, on avait une des meilleures unités défensives de la NFL. Je pense qu'il n'y a pas eu, lors de 3 semaines consécutives, on a perdu des matchs en accordant 15 points au moins, quelque chose comme ça. C'est à Mhm. quel point l'attaque faisait absolument rien. Mais on avait Bill Belichick, qui est possiblement le meilleur, non pas possiblement, il est le meilleur entraîneur en défense dans toute l'histoire de la Ligue. Encore une fois, Belichick n'est plus là. Alors, est-ce que cette défensive va être en mesure de jouer au même niveau sans Bill Belichick? L'année dernière, on le critiquait, on se disait, bon, il était temps de passer à autre chose à Foxborough. Personnellement, je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est un bon entraîneur-chef. Lorsque tu parles de stratégie lors de la journée du match, alors moi, j'ai hâte de voir ça. Oui, il y a du talent du côté de la défense des Pats, mais est-ce qu'elle sera aussi bonne sans Belichick pour sélectionner les jeux? Et en plus de ça, la semaine dernière, on a appris qu'on a perdu les services de l'excellent joueur de ligne défensive, Christian Barmore, qui a des Mhm. caillots de sang. Alors, son absence est pour une durée indéterminée. On ne sait même pas s'il sera en mesure de revenir au jeu cette saison. Lui qui avait signé une prolongation de contrat au cours de la saison morte. Et puis, il a vraiment bien joué l'année dernière. Alors, sans Barmore, sans Belichick, moi, j'ai hâte de voir de quelle façon l'attaque des Patriots va se comporter. La défense des Patriots, plutôt. Ouais. Ouais, écoute, c'est le seul espoir des Patriots, selon moi, si on veut, ne serait-ce que remplir un seuil de respectabilité dans la Ligue cette année là, en Nouvelle-Angleterre. Euh, pour la défense, tu sais, Matt Judon, depuis des années, qui est en Nouvelle-Angleterre, qui fait des jeux. Bon, avant, on l'a vu avec les Ravens aussi. Et présentement, c'est une aubaine pour les Patriots. C'est dommage de voir qu'une équipe réussit à avoir des joueurs aussi efficaces sur des aussi bons contrats, mais qu'au final, l'équipe n'est pas du tout compétitive. Mais tu as raison, ça va être difficile de ramener la barre aussi haute qu'elle était l'an dernier en défense, particulièrement avec le fait que l'attaque ne devrait pas être nécessairement meilleure qu'elle l'a été, ben, peut-être un peu meilleure mais pas drastiquement meilleure qu'elle a été. Donc, de ne pas donner des opportunités à la défense d'être en dehors du terrain, de souffler un peu. On le sait, en fin de saison, là, les Patriots, par exemple, oui, en pleine saison, il y avait des belles performances, mais à la fin de la saison, on était essoufflé parce que justement, la défense a passé la saison au grand complet sur le terrain. Ouais, c'est pour ça que je crois qu'on va miser sur le jeu au sol. On a donné une prolongation de contrat à Ramondre Stevenson. Il se doit de rester en santé, surtout si Ouais. Drake May devient le partant éventuellement. On va devoir miser sur le jeu au sol pour lui donner un coup de main. Alors maintenant, c'est la première fois là, que toi et moi on fait un survol de section. Alors, on a commencé ça là, de regarder les états d'âme des partisans via des memes et des emojis. Alors, on va voir là, à Foxborough, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, ben ouais, les partisans des Patriots qui disent, c'est ça, là, ils comprenaient pas la douleur. Là, les partisans des Jets, des Dolphins et des Bills, ben ouais, eux, ils ont passé par là, ils ont eu des années de misère. Ben là, c'est au tour des Patriots, puis on le voit à droite comment les partisans se sentent face à la saison qui s'en vient. Je te pose la question, Renaud. Est-ce que les Patriots vont être en mesure d'éviter de déterre le tout premier choix du repêchage 2025? Parce que eux et les Panthers de la Caroline sont les favoris afin d'avoir la pire fiche de la NFL. Ouais, écoute, j'allais te soulever les Panthers justement comme étant une grande possibilité, mais bon, les Patriots vont assurément là, faire partie du groupe d'équipes qui vont être dans les quoi, moins de 4 victoires et moins là, dans la NFL, les fameuses équipes qui vont se battre pour ces places-là. Mais tu ne sais jamais, Paul, quand on parle du premier show total, dans la NFL, il n'y a pas de loterie, c'est vraiment l'équipe qui termine dernière qui repêche première. Et une victoire en fin de saison contre un rival de division qui repose ses partants est si vite arrivé. Donc, on verra pour les Patriots pour le premier choix total, mais c'est sûr et certain, ils vont être dans les 2 ou 3 équipes là, qui vont se battre pour ce choix-là. Ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je crois là, que les Patriots. Parce qu'on va voir, il y a toujours des surprises. On en parlait, toi et moi, avant de commencer l'enregistrement de l'épisode. À pareille date, l'année dernière, on croyait tous que les Texans de Houston allaient être une des pires formations de la NFL. Finalement, ils ont terminé au premier rang de la section sud de l'américaine et ils ont participé aux éliminatoires. Alors, tout est possible du côté de la NFL, mais si j'avais de l'argent à parier, ben, je n'irais pas parier sur les Patriots pour qu'ils terminent au premier rang. Non, non. Je pense que moi Non, non, aussi non, qu'ils c'est ont des ça. bonnes chances d'être une des pires formations de la NFL, mais on verra. Encore une fois, tout est possible. Ouais, puis dernière chose pour les Patriots, là, on va surveiller Sidiso.
qui l'an dernier faisait ses débuts Oui, avec les Patriots, qui avait été repêché, qui a rapidement obtenu du temps de jeu en raison de certaines blessures là, sur la ligne à l'attaque. Donc, c'est une deuxième saison pour lui. On verra. Écoute, il y a de la place. Il va obtenir du temps de jeu encore cette année. Si justement un joueur comme Ramondre Stevenson, qui n'a pas connu la meilleure des saisons l'an dernier, peut rebondir cette année, il va avoir besoin de ces gros bonhommes devant lui pour faire le travail. Donc, opportunité en or. Puis nous, on fait NFL Red Zone. Donc, on va avoir l'opportunité de le voir souvent, les Patriots, contrairement peut-être à nos collègues qui font les matchs qui sont télévisés. oui. Donc, on va certainement garder un œil sur ça. Ouais, c'est des sauts qui avaient été un choix de quatrième ronde. Comme tu l'as dit, ça avait été un peu surprenant qu'ils deviennent partants dès le début de la saison. Bon, on l'a Mhm. retiré de la formation partante. Après ça, on l'a réinséré. Mais l'intérieur de la ligne à l'attaque des Patriots se doit d'être plus solide que l'année dernière. Alors, on espère que Sceaux va connaître un bon camp d'entraînement et qu'il sera en mesure non seulement de commencer la saison comme partant, mais de maintenir son poste de garde partant pendant toute la saison. On sait qu'il est un produit de l'université, oui, du Cégep Champlain-Lennoxville et qu'il est natif de Bromont. Alors, on lui souhaite d'avoir une excellente saison 2024 au sein de la ligne à l'attaque des Patriots. Mais cette ligne-là, elle va devoir mieux jouer que l'année dernière. Pour tous les défauts que Mac Jones avait, mon Dieu, la ligne à l'attaque, tu as parlé des receveurs comme quoi qu'il n'était pas bien entouré, mais la ligne à l'attaque des Patriots, la saison dernière, elle a connu des ratés. J'espère qu'elle pourra mieux jouer cette année. Alors maintenant, Renaud, l'over-under, plus ou moins combien de victoires pour les Patriots cette année? Plus ou moins 4 victoires et demie pour la Nouvelle-Angleterre, selon toi. Non, moi j'ai dit tantôt que ce serait 4 victoires ou moins pour moi pour les Patriots, mais là, ça va directement dans le sens d'où est-ce que ta barre est. Non, ça va être en dessous des 4,5. Donc, une reprise de la saison dernière hein, pour toi. Écoute, on voit à l'écran en bas à droite la fiche des Patriots avec leur dernier entraîneur recru. Ça fait longtemps, en 1991, Dick Maferson. 6 victoires et 10 défaites. Donc, quand même, c'est plus que 4 victoires et demie. De mon côté, hmm, je vais aller avec plus, mais juste 5 victoires. OK, de Oh, justesse. OK, ouais, c'est ça. 5 victoires pour les OK. Patriots. Alors, c'est ça. Je vais avec un plus. Je me dis qu'on va gagner un match de plus que l'année dernière, peut-être, mais je serais pas prêt à miser une grosse somme d'argent là-dessus. Là. S'ils en gagnent juste 4, je ne serais pas surpris non plus. Donc, 5 victoires de mon côté pour Gerald Mayo et ses hommes. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et Ouais, maintenant, on va ça se va être tourner, ouais, intéressant assurément de les suivre. Ben non, ouais, j'allais dire que ça allait absolument. être une saison assurément intéressante parce que dans cette division-là, les Patriots ont tellement dominé longtemps que juste de ne pas les voir en haut, là, c'est assez rafraîchissant. Oui, écoute, ça fait déjà quelques années là, qu'ils sont plus Mhm. dominants comme avant, mais malgré tout, ça fait bizarre. Là. Ça va être encore plus bizarre de ne pas avoir Bill Belichick sur les lignes de côté lors des rencontres des Ouais. Patriots cette année. Alors, maintenant, on va se tourner du côté des Jets de New York, qui ont connu une saison de misère l'année dernière. Il y avait tellement d'espoir de fonder sur les Jets avec l'arrivée d'Aaron Rodgers à New York. On disait, ça y est, on mise finalement sur une carrière de concession. Là, ça a duré quoi? 4 jeux. Rodgers s'est blessé lors du tout premier match de la saison, ce qui était présenté un lundi soir. Déchirure à un tendon d'Achille. Et là, il est de retour au camp des Jets. Toutefois, il est un an plus vieux. 40 ans, Renault, et se remet d'une déchirure au tendon d'Achille. Tu t'attends à quoi de la part d'Aaron Rodgers cette année? Ça va être difficile. Mes attentes sont un peu plus basses que l'an dernier, je t'avoue. Mais elles vont Ouais. sûrement être surpassées parce que l'an dernier, finalement, il n'a rien fait. Mais non, mes attentes pour Aaron Rodgers et les Jets sont relativement élevées quand même. Je m'attends à ce que cette équipe-là considère comme ça comme une déception si elle rate les éliminatoires, évidemment, cette année. Puis, on le sait, on avait tout mis en place. On avait tout ce qu'il y avait autour. Les receveurs, un bon porteur. On a des bons morceaux sur la ligne à l'attaque, sans dire que c'était une ligne là, nécessairement dominante. Puis, une défense qui avait beaucoup de talent, encore une fois. Mais pour Aaron Rodgers cette année, je pense qu'il se doit absolument, oui, de jouer la saison au complet, mais surtout de baisser nos attentes en termes de statistiques au sens où je pense que ça va passer par une bonne attaque au sol chez les Jets si on veut avoir du succès cette année. On ne peut pas demander à Aaron Rodgers de lancer le ballon là, 35 à 40 fois par match. Hey, est-ce que tu réalises que la dernière fois qu'Aaron Rodgers a lancé une passe, a complété une passe lors d'un match de saison régulière, on doit remonter à la saison 2022? Parce que l'année Mhm. dernière, là, lorsqu'il a joué ses 4 jeux pour les Jets avant de se blesser, il n'avait complété aucune passe. Là, il est âgé de 40 ans.
j'ai aucune idée à quoi on peut m'attendre d'Aaron Rodgers. Est-ce qu'il a encore le même carrière, le même joueur qu'on avait vu à la fin à Green Bay? Personne ne le sait. J'ai bien hâte de voir ça. Une chose qui m'a déçu, si on peut dire, mais en même temps, c'est pas surprenant de la part des Jets. Les Jets, essentiellement, ils ont opté pour le statu quo. C'est comme s'ils se sont dit, bon, ben maintenant, Aaron Rodgers va revenir, fait qu'on va être Mhm. correct. On a gardé Nathaniel Hackett comme coordinateur à l'attaque. On l'a vu l'année dernière, OK, je sais qu'Aaron Rodgers n'était pas là, mais il n'a jamais été en mesure de s'ajuster aux autres carrières. Il n'a pas été capable de développer Zach Wilson. Après ça, on avait envoyé Trevor Siemian au poste de quart. C'était pas vraiment mieux. Donc, c'est ça, là. Tu sais, un carrière vieillissant qui revient d'une grave blessure. Puis, je crois pas que tu peux miser sur le coordonnateur, là, également pour faire preuve d'ingéniosité. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Si on jette un coup d'œil maintenant, bon, aux ajouts significatifs du côté des Jets de New York et des départs qu'il y a eu, tu as fait mention de la ligne à l'attaque. Euh, Toutefois, on a amené des vétérans, là, des joueurs qui sont âgés. Je parle du bloqueur à gauche, Tyron Smith, anciennement des Cowboys de Dallas, il a 33 ans. Morgan Moses, le bloqueur à droite, anciennement des Ravens de Baltimore, il a 33 ans également. Et Tyron Smith, écoute, j'ai cette statistique-là, lors des 4 dernières saisons, Renaud, il a raté 37 matchs en raison de blessure. Il est constamment blessé. Et puis là, je lisais justement en me préparant pour l'épisode du podcast qu'on lui a donné quelques journées de congé la semaine dernière lors du camp d'entraînement des Jets parce qu'il soignait quelques bobos. Regarde, Tyron Smith, c'est sûr qu'il va rater des matchs. C'est certain qu'il va rater des matchs. Mais la bonne nouvelle, au moins, c'est qu'on a repêché Olu Fashanu, qui est un bloqueur de l'Université Penn State. Donc, c'est un jeune joueur. Donc, il va être le troisième bloqueur si jamais il arrive quelque chose à Moses ou Tyron Smith. Est-ce qu'il est prêt maintenant à contribuer dès maintenant? Bon, ça, je ne sais pas. On verra. Mais il y a beaucoup de si du côté des Jets. Je ne sais pas ce que tu en penses. On vient de parler de l'état de santé d'Aaron Rodgers. Okay? Si Aaron Rodgers reste en santé, si Tyron Smith reste en santé, si Morgan Moses reste en santé. On a mis sous contrat Mike Williams, ancien des Chargers. Mais il a vu sa saison dernière prendre fin en raison d'une blessure au genou et Williams, il a raté plusieurs matchs au cours de sa carrière en raison de différentes blessures. Donc ça, c'est un autre si, beaucoup de si du côté des Jets. Ouais, puis écoute, on a transigé pour Hassan Reddick pour finalement tout de suite se chicaner sur les modalités de son contrat avec lui. Ça, il On faut qu'on ajoute en parle, Tyron. Renaud. Ouais, ouais, vas-y. Excuse-moi de t'interrompre, mais Joe Douglas, le DG des Jets, il fait quoi? Avant de compléter une transaction pour un joueur, là, que tu sais qu'il est mécontent de son contrat, tu dois parler à son agent pour essayer d'en arriver à un terrain d'entente. Quand l'entraînement est commencé, ça fait combien de mois là, depuis qu'on a complété cette transaction-là? Là, Reddick n'est pas là au camp d'entraînement. Donc ça, c'est un manque du côté des Jets. Excuse-moi, mais je fallait juste que j'en parle de ça. Non, ben écoute, ça nous démontre exactement qu'est-ce que les Jets de New York sont, puis on en avait déjà parlé ensemble, mais si Aaron Rodgers avait été là l'an dernier, puis qu'on avait performé de la sorte, ou en fait, si on n'avait pas la certitude qu'il revenait cette saison, on aurait fait table rase à New York. Tout le monde aurait perdu son emploi dans les bureaux, sur les lignes de côté. On aurait complètement recommencé avec cette organisation-là. Puis de signer Tyron Smith, c'est ironique parce qu'on l'a signé pour reprendre la place à Mekhi Becton, qui lui aussi est un joueur qui était tout le temps blessé. Donc, pour à peu près Ouais, c'est 4,30 sous pour une pièce, comme on dit. c'est vrai, hein? Mike Williams, tu l'as mentionné, constamment blessé, pas juste raté quelques matchs. Là, à tous les ans, il joue un match, va chercher 150 verges de gain, puis finalement rate les 8 suivants. Donc, on ne peut pas se fier sur ces joueurs-là pour nous donner du football de qualité dans les matchs qui vont être importants, rendus au mois de novembre, décembre, janvier, si les Jets sont chanceux puis se rendent en éliminatoire. Mais je ne comprends pas comment on construit cette équipe-là. J'ai l'impression qu'on a vu l'année 2023 s'écrouler devant nous. On a pesé sur le bouton recommencer, puis on s'est dit, bon, on va réessayer quelque chose avec la même équipe. C'est sûr que les attentes sont hautes pour les Jets. S'ils ne font pas les éliminatoires, il n'y a aucune façon que ce soit une saison réussie pour eux. Mais ça va être difficile d'atteindre ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis au change là, de la transaction avec les Eagles de Philadelphie, ben, les Eagles ont clairement gagné cette transaction-là jusqu'à présent parce que Son Reddick n'est même pas présent au camp d'entraînement, comme on le disait. Puis Bryce Huff Mhm. est un meilleur joueur que Son Reddick en plus. Alors ça, ce dossier-là, ça a complètement été échappé par le DG Joe Douglas. Bon, maintenant, quel est l'état d'esprit du côté des partisans des Jets de New York? Écoute, sont habitués à voir leur équipe les décevoir. Alors, on se demande pourquoi tu peux pas juste être normal
En parlant d'Aaron Rodgers, hein, on sait, toutes les saisons mortes, il se passe des choses du côté d'Aaron Rodgers. Et comment on se sentir face à la saison? Bon, un visage d'extraterrestre pour résumer le tout. Mais je te pose la question. Du côté des Jets, est-ce qu'on sera en mesure de participer aux éliminatoires depuis 2010? C'est une des plus longues disettes dans la NFL. Ça fait 14 ans maintenant qu'on n'a pas participé au match Ouais. après-saison. Il faut que tu remontes à l'époque de Mark Sanchez. Tu te souviens, là, quand Mark Sanchez, son Oh oui. surnom, c'était Mark Sanchez comme franchise. On pensait qu'il était en carrière de concession. Rex Ryan sur les lignes de côté, Thomas Jones en champ arrière, Bart Scott en position de secondaire de ligne. On avait une bonne équipe. On s'est rendu en finale d'association lors de 2 années de suite. Mais malheureusement, on avait perdu, je crois, c'est contre les Colts et les Steelers, si je me souviens bien. Steelers. Bref, ouais, c'est ça. Ben, bref, les partisans des Jets, ça tueraient là, pour retrouver l'édition 2010 de New York. Alors, est-ce qu'on va être capable de participer aux éliminatoires? Je vais dire non. Je vais y aller Hmm. avec un non pour les Jets. Je pense que on va avoir espoir en début de saison, peut-être quelques bons matchs, mais on a tellement parlé de joueurs clés, en fait, qui doivent être des joueurs clés cette saison pour que ça fonctionne avec les Jets. Il y a trop d'incertitudes avec les Williams, les Smith, tous les joueurs qu'on a mis, Rodgers évidemment. Euh, pour moi, c'est impossible là, que le train aille jusqu'au bout de la voie sans dérailler, donc je vais dire non pour les Jets. Bon, ben, écoute, justement, Renaud, on va regarder là, le plus ou moins de victoires, là, le over-under en termes de victoires pour les Jets de New York. 9 victoires et demie. Plus ou moins, moi, je te dis, c'est moins. Ça va être moins de 9 victoires et demie du côté des Jets. Toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure, il y a trop de si. Afin qu'on connaisse une bonne saison, Rodgers doit rester en santé. On va connaître une bonne saison si Tyron Smith évite les blessures. La même chose avec Morgan Moses. Ça fait trop de si. Mike Williams. Et j'ai aucune confiance en Robert Saleh en tant qu'entraîneur-chef. La défense des Jets, elle n'est pas mauvaise. Je pense qu'elle est un peu surévaluée. L'année dernière, c'était pas Mhm. facile avec l'attaque qui bougeait pas le ballon. Mais non, moi, je Ouais. pense que ça va mal se terminer. Ça va être un autre fiasco. Ça va être le combienième fiasco dans l'histoire des Jets? Je ne sais plus. Il y en a eu tellement. Mais ça va mal finir. Ça, je suis pas mal certain de ça, malheureusement. Ouais, ça va dans la même veine que de rater les éliminatoires. Je pense qu'ils vont être en dessous des 9,5 victoires. Je vais y aller avec 8 ou 9. Là, une saison autour de 500 pour les Jets, je ne serais pas surpris. Il y a quand même assez de talent pour aller chercher des matchs là, sur cette équipe-là. Mais je pense que les matchs importants, justement, là, ceux qu'il faut absolument qu'ils gagnent s'ils veulent participer, je pense qu'ils vont les échapper. Ben, on va aller du côté de la Floride, South Beach, Miami, afin de discuter de ton équipe favorite, Renaud, le Ouais. partisan des Dolphins de Miami. Alors, avant de jeter un coup d'œil aux nouveaux venus du côté des Dolphins, les Dolphins ont été occupés durant la saison morte, lors des dernières semaines, parce que là, on a donné des prolongations de contrat au noyau de notre attaque. Je parle bien sûr de Tyreek Hill, Tua Tagovailoa et de Jalen Waddle. Ils sont tous sous contrat pour les prochaines saisons. En 2026 pour Hill et 2028 pour Tagovailoa et Waddle. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ces nouveaux contrats qu'on a donnés à nos trois piliers de notre unité offensive? Parce que oui, on les a récompensés, mais ça fait en sorte qu'il y a certains bons joueurs qui ont dû quitter l'organisation via le marché des joueurs autonomes parce qu'on ne pouvait pas tout simplement payer tout le monde. Ben, complètement. Puis il y avait d'autres gros contrats qui ont été signés au cours des dernières saisons. Rappelle-toi, Bradley Chubb qui avait signé son contrat il y a 2 ans maintenant, Ah oui, c'est ou vrai. il y a bientôt 2 ans. Donc, on a accumulé beaucoup d'argent, beaucoup de contrats en fait chez les Dolphins. Et là, ben, Christian Wilkins, par exemple, qui a quitté pour Las Vegas avec un gros contrat. C'est un gros trou au centre de la ligne défensive. J'ai même envie de te dire que c'était le leader, le gars incontestablement vers qui on se tournait dans le vestiaire des Dolphins, du moins en défense pour être le meneur de l'équipe. Donc ça, c'est une solide perte. Il va falloir trouver des moyens d'arrêter le jeu au sol du côté de Miami cette saison. Mais pour revenir au trio dont on parle, dans le cas de Tua Tagovailoa, écoute, il ne voulait pas s'entraîner totalement s'il n'avait pas le nouveau contrat. Puis je suis le premier à dire, bon, parfois c'est peut-être des caprices de Divos, justement, c'est des carrières qui décident de se retirer des camps d'entraînement pour obtenir plus d'argent. Sauf que d'un autre côté, tu regardes la situation, si ton corps n'est pas là au camp d'entraînement, puis tu n'as même pas la certitude qu'il va embarquer sur le terrain au début de la saison, dans une équipe comme les Dolphins, qui, par les dépenses qu'on a fait au cours des dernières années, cette année, se doit d'être compétitive maintenant, pas demain, pas de se dire on va essayer de bâtir quelque chose d'autre. Donc, ils ont donné le gros contrat à Tua. Dans les faits, c'est un contrat qui leur lie les mains, là, entre guillemets, juste pendant 3 ans au niveau de l'argent garanti.
Et tu avais une négociation avec Tyreek Hill également qui avait lieu en même temps que celle avec toi. Ben, si tu voulais convaincre Tyreek Hill de rester à Miami, il fallait que tu lui donnes une certaine certitude au poste de corps. Je sais qu'il y a une belle fratrie, une belle fraternité entre les deux joueurs. Donc, à ce niveau-là, c'est important. Puis Jalen Waddle, ben, c'est le plus jeune de la bande. Il a fait sauter la banque aussi. C'est l'avenir des Dolphins. Même qu'on se disait que lorsque le contrat de Tyreek Hill arriverait à échéance, ben, Jalen Waddle prendrait tout simplement sa place. Finalement, bon, Tyreek Hill, son contrat a été retravaillé. Mais alors, écoute, on a mis les joueurs de talent. C'est ces joueurs-là qui font les jeux pour les Dolphins en attaque depuis 2, 3 saisons maintenant. Oui, le jeu au sol y est pour beaucoup. C'est ce qui libère l'espace. Sauf que les porteurs de ballon, tu le sais, ça passe à profusion. On est capable d'en trouver. Donc, mettons notre argent sur les positions où les joueurs coûtent cher, les receveurs de corps arrière. Ben, justement, jetons un coup d'œil là aux joueurs qui se sont joués, qui se sont greffés aux Dolphins durant la saison morte et ceux qui ont quitté. Parce que bon, on a fait allusion à ça. Si on regarde en colonne de droite, tu as parlé du départ de Christian Wilkins, mais également Robert Hunt, qui est un très bon garde qu'on a Mm-hmm. laissé partir. Et tu as besoin d'avoir une bonne ligne à attaque pour toi, surtout à l'intérieur de la ligne, ce toit n'est pas très grand. C'est là, je me dis, OK, on a dépensé beaucoup d'argent sur toi, c'est un carrière, écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, toi, certaines limitations, mais si t'as pas toi, ça va être qui ton carrière? Les carrières sont difficiles Mm-hmm. à trouver, on s'entend Exact. là-dessus, et il est un bon joueur de football. Mais là, de donner des prolongations de contrat à Tyreek Hill et Jalen Waddle, et Hill, pour moi, il est le meilleur receveur de passe de la NFL. Toi, là, maintenant, il est âgé de 30 ans. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois te construire une équipe de football complète. Puis, sans Christian Wilkins, qui est un des meilleurs joueurs de ligne défensive de la NFL, sans Robert Hunt, tu viens de t'affaiblir sur ces deux lignes. Alors, tu peux pas avoir une bonne équipe de football en ayant des carences au niveau des deux lignes. Alors, j'ai hâte de voir ça. Comment on va faire pour remplacer ces joueurs-là? Surtout que Wilkins, au niveau de la ligne défensive, l'année dernière, Bradley Chubb a terminé la saison sur la liste des blessés. La même chose pour Jalen Phillips. Et les Mm-hmm. deux ont subi de Ouais. graves blessures. Donc, est-ce qu'ils vont être les mêmes joueurs qu'ils étaient avant de se blesser? Ça, je suis pas certain. Alors, moi, j'aurais aimé voir Miami garder Christian Wilkins plutôt que de récompenser les deux receveurs de passe. Mais ça, regarde, c'est mon opinion. Je suis pas un DG. Euh, on enregistre ce podcast de la maison. On n'est pas à Miami, à South Beach. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, je crois vraiment que ça pourrait être un problème pour les Dolphins. Ben, c'est sûr que personnellement, si tu me donnais le choix entre Christian Wilkins et Bradley Chubb en ce moment, je prendrais Wilkins. Chubb, depuis le début de sa carrière, on le sait que c'est un joueur fragile. Les Dolphins le savaient avant de payer Mhm. en capital transaction et en plus de payer là, un gros contrat pour ce joueur-là. Puis là, dans le cas de Phillips et de Chubb, on ne sait même pas s'ils vont être prêts à 100% pour le début de la saison. On avait signé Shaquille Barrett, l'ancien des Buccaneers, pour assurer un peu l'intérim en début de Ouais. saison. Puis finalement, Shaquille Barrett a décidé au début du camp d'entraînement de dire non, moi finalement, je prends ma retraite. Donc les Dolphins ont signé Emmanuel Ogba, qui est un joueur qui était avec eux au cours des dernières années. Mais là, ça commence à faire une accumulation, puis on n'a pas encore joué un match préparatoire là, du côté de Miami. Donc on va en perdre encore des morceaux en cours de route. Ça, c'est sûr qu'il n'y a aucune équipe qui y échappe. Mais c'est sûr et certain que moi, personnellement, j'aurais voulu qu'ils trouvent le moyen de garder Christian Wilkins. Je ne sais pas comment ils vont réussir à le remplacer. Il n'y a eu aucun ajout significatif à la position de plaqueur pour les Dolphins, du moins pas dans la catégorie d'un Wilkins, ça c'est sûr et certain. Donc, à surveiller au cours de la saison, il y a le demi, voyons, l'ailier défensif Chop Robinson également qui a été repêché Ouais, en choix de première première ronde ronde, par ouais. les Dolphins. J'étais pas convaincu, moi, par la sélection, par le simple fait que, écoute, il y a eu 12 choix avant d'avoir un seul joueur défensif dans le repêchage. Tu repêches 21e et tu trouves le moyen de quand même prendre le quatrième joueur à sa position. Je pense qu'il y avait ce qu'on appelle des value picks, peut-être plus efficaces pour Miami, surtout que c'est une équipe qui a plus qu'un besoin. On aurait pu repêcher sur la ligne à l'attaque. On aurait peut-être pu repêcher à l'intérieur de la ligne défensive. J'avoue qu'il y avait moins de profondeur à cette position-là, mais quand même. Donc, je ne suis pas certain. Il y a plusieurs décisions au cours des dernières années qui me laissent perplexe. Quand les Dolphins avaient échangé, rappelle-toi, le Remy Tansil au Texans de Houston, puis qu'ils avaient accumulé les Ouais. choix, on dirait qu'on voyait des tonnes de possibilités pour cette équipe-là. Bon, l'acquisition de Tyreek Hill, c'est sûr qu'elle valait la peine de transiger un choix de première ronde. Mais pour le reste de ce qu'on a fait avec ces choix-là, au final, il n'y a pas grand-chose qui est sorti pour les Dolphins, que ce soit en transaction ou même les joueurs qu'on a repêchés.
il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu passé dans le beurre puis qui, au final, n'ont pas connu des carrières à la hauteur. Je pense à un Noah Igbinoghene, qui est un demi de coin, qui s'est jamais établi comme partant. Finalement, il a été échangé à Dallas l'an dernier dans une transaction de joueur d'unité spéciale. J'ai l'impression qu'on a pris quelques mauvaises décisions qui font en sorte que le plan qui devrait, présentement, là, l'équipe devrait être au sommet. Le plan n'est pas tout à fait à point, puis on n'a pas tout à fait l'équipe qu'on voulait avoir. Ouais, j'ai bien hâte de voir le développement de Chop Robinson, hein, le choix de première ronde. C'est un chasseur de quart produit de l'Université Penn State. Athlétiquement, lorsqu'il s'est présenté au combine, au quart d'évaluation de la NFL, écoute, très rapide, très explosif, très fort physiquement, mais où est la production sur le terrain? Moi, c'est ça que j'ai hâte de Exact. voir. Parce que moi, les chasseurs de quart, moi, j'aime les chasseurs de quart qui ont été productifs dans les rangs universitaires. Si c'est productif habituellement dans les rangs universitaires, tu vas l'être du côté de la NFL. Du moins, tu ne seras pas un flop complet. Alors, du côté de Robinson, oui, il a un potentiel, mais aussi, c'est une possibilité qu'il soit un flop. En tout cas, je ne lui souhaite pas, mais j'ai bien hâte Mhm. de voir ça, de voir de quelle façon il va se développer. Puis une chose aussi, du côté de la défense de Miami, on a changé de coordinateur en défense. On misait sur Vic Fangio. Puis je ne sais pas si tu as entendu, mais Vic Fangio, lui, il aimait vraiment pas l'atmosphère. Il trouvait qu'il y avait beaucoup trop une atmosphère de country club là, chez les Dolphins de Miami, selon les méthodes de l'entraîneur-chef Mike McDaniel. C'est pour ça qu'on a assisté à un divorce entre Fangio et les Dolphins. Les joueurs des Dolphins se plaignaient que Fangio était trop exigeant, mais c'est ce que ça prend là, en défense. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que McDaniel est peut-être pas un petit peu trop tendre envers ses joueurs? Faut garder ça en tête au cours de la saison. Parce que Vic Fangio, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un excellent coordinateur en défense. Ça fait longtemps qu'il est dans la NFL. Oui, il est de la vieille école. Peut-être que ses méthodes ne plaisaient pas aux joueurs, mais ses défenses, habituellement, sont tout le temps dans le top 10. Maintenant, bon, tu es un partisan des Dolphins de Miami. Tu vas nous dire là, si le tableau qu'on a préparé bien, reflète bien l'état d'âme des Dolphins. Alors, oh mon Dieu, Tyreek Hill, ouais, il a défrayé les manchettes. Tyreek Hill, si vous ne le savez pas, il est déjà rendu à 5 enfants, c'est bien ça, Renaud, depuis le début de l'année 2024. Obligé de vous dire que Oui, c'est pas exact. avec la même femme. Là, on tombe un peu dans la section potin du podcast, mais écoute, c'est tout à fait spectaculaire, ça n'a aucun bon sens. Ben, cinq enfants, 5 femmes en un an, un total de 10 enfants maintenant là, pour Tyreek Hill. Puis on voit dans le meme là, la statistique, un enfant par 800 verges. C'est assez spectaculaire. On en a vu quelques-uns dans l'histoire de la NFL. Rappelle-toi, Antonio Cromartie, Philip Rivers aussi. Mais de ce que je me souviens, dans le cas de Rivers, assurément, Cromartie, je me souviens un peu moins. C'était généralement une grande famille. Là. C'était avec la même conjointe, mais certainement pas avec autant de conjoints différents que Tyreek Hill. On comprend 5 peut-être enfants d'avoir avec voulu se 5 femmes négocier un nouveau différentes. contrat. Hein? Ça Oui, va coûter oui, cher de absolument. pension pour Tyreek. Ouais, il verra pas beaucoup de son nouveau contrat, j'ai l'impression, là, parce qu'avant même que il va avoir beaucoup d'argent que tu as dépassé. Bref, en tout cas, je ne vais pas en parler trop longtemps de ça, mais c'est spectaculaire. Mhm. 5 enfants en une année avec 5 femmes différentes, ça doit être une sorte de record peu enviable, mais bref. Parlons de Oui. football pour les Dolphins. Est-ce qu'on va pouvoir, étant donné que c'est ton équipe, là, est-ce qu'on sera en mesure Ouais. d'avoir du succès au mois de décembre, au mois de janvier du côté des Dolphins? Parce que depuis que Mike McDaniel est entraîneur-chef de Miami, on a vu la statistique à l'écran, dans le bas de l'écran à droite, on termine mal les saisons régulières. Puis on l'a vu là, lors du match éliminatoire Kansas City, oui, il faisait très froid, mais les joueurs des Dolphins, on dirait que ça leur tentait pas d'être là. Alors, pour Mhm. Miami, là, on nous est habitué à connaître des bons débuts de saison, à marquer 70 points en un match, comme on l'avait fait contre les Broncos au mois de septembre l'année dernière. Mais à la fin de la saison régulière, ce n'est plus la même formation. Est-ce qu'on va être capable de terminer une saison régulière en force et de connaître du succès en éliminatoire? Ben, évidemment, moi, je le souhaite pour les Dolphins cette saison, mais la vérité, c'est que, écoute, il y a une variable majeure pour cette équipe-là, c'est la même que l'an dernier. Est-ce qu'elle peut rester en santé? Rappelle-toi la narrative qu'on faisait de la préparation pour la saison l'an dernier. D'à peu près tout le monde chez les Dolphins, on parlait pas de football, on parlait juste de l'état de santé de Tua Tagovailoa. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Est-ce que Hmm. les commotions vont miner sa carrière? Est-ce que ça va fonctionner? Finalement, ils nous ont surpris en début d'année. Ils avaient une attaque à un rythme historique là, à un certain point durant la saison. Ça a ralenti à un certain point, mais pour expliquer peut-être les insuccès en fin de saison, puis je ne parle pas juste du match en éliminatoire à Kansas City, je me souviens d'un match à heure de grande écoute, un lundi soir contre les Titans du Tennessee à Miami, que les Dolphins avaient trouvé le moyen d'échapper contre un adversaire qui était évidemment très prenable en le Tennessee.
Euh, si les Jalen Phillips, les Bradley Chubb ne tombent pas au combat à la mi-saison ou durant la saison, puis qu'ils sont là rendus à la fin de la saison, je pense qu'on a un peu plus de succès. Je pense du moins qu'on remporte la division parce que rappelle-toi, les Dolphins avaient une bonne avance. On assumait qu'ils allaient gagner la division à un certain point. Oui. Les Bills ont eu une grosse fin de saison, puis ont remonté, puis au dernier match, ils ont réussi à s'emparer de la division. Tu as raison, les joueurs avaient l'air désintéressés, puis on ne peut pas tout blâmer sur le froid de Kansas City. Mais je pense que les Dolphins, s'ils avaient joué à la maison au lieu de dans le froid dans ce match-là contre un autre adversaire, ils auraient certainement mieux paru là, dans la rencontre. Ah ben oui, c'est sûr, parce que la barre est très basse. Ils ont tellement mal paru. C'est certain Ouais. qu'ils auraient mieux paru. Mais ça pour dire que là, c'est une tendance. Depuis que Mike McDaniel est à la barre de l'équipe, on termine pas bien les saisons régulières. Alors, j'ai hâte de voir si on va pouvoir s'améliorer à ce niveau-là du côté des Dolphins. Alors maintenant, pour ton club, je vais te laisser y aller en premier, Renaud. Plus ou moins 9 victoires et demie pour les Dolphins. Et voici justement ce que je disais. La fiche de Miami en décembre et janvier, lors des 2 dernières saisons, incluant les éliminatoires, 4 victoires et 10 défaites, Renaud. Ouais, c'est difficile, mais écoute, je vais y aller. Moi, j'ai les Dolphins à 10 victoires cette saison, donc au-dessus de la barre des 9,5, et donc je les mets devant les Jets là, au classement. Je pense que ça va être une saison où, bon, tu le sais avec 10 victoires, comment ça fonctionne. Il y a des années où tu rentres, des années où tu rentres pas dans les éliminatoires. C'est peut-être plus facile depuis qu'on a ajouté une équipe là, justement dans les éliminatoires, mais ouais, j'y vais au-dessus pour les Dolphins. Beaucoup de points d'interrogation, je trouve, du côté de Miami. Autant, bon, on sait, on met sur Tua, les receveurs de passe, Hill et Waddle, on en a parlé tout à l'heure, mais la ligne à l'attaque m'inquiète, la ligne défensive, ça m'inquiète, étant donné que Phillips, Chubb vont revenir de Mhm. graves blessures. Un nouveau coordonnateur, on ne sait pas à quoi s'attendre. Anthony Weaver, c'est lui le nouveau coordonnateur de la défense des Dolphins de Miami. Il est un ancien joueur de ligne défensive. Et puis, habituellement, les joueurs de ligne défensive, ça ne devient pas nécessairement les meilleurs coordonnateurs en défense. Tu sais, en termes là, de bien comprendre les couvertures et tout, les schémas de couverture, je vais aller avec moins. Je sais que c'est ton équipe, là, mais je vais aller avec 9 C'est victoires pour les correct. Dolphins. 9 victoires, je demeure réaliste. Je n'ai pas de sentiment attaché à Mhm. mon choix, comme toi. Non, Alors, exact. 9 victoires pour les Dolphins de Miami cette année. Ouais, écoute, j- pour cette équipe-là, cette année, c'est sûr et certain, là, à Miami, que les attentes sont hautes. Puis un peu comme on le disait avec les Jets, bon, les Jets, c'est sûr que s'ils ont une mauvaise saison, tout saute, là. Mais du côté de Miami, peut-être qu'on va vouloir procéder à un changement aussi. Je sais que les joueurs aiment bien Mike McDaniel, mais tu parlais tantôt de Vic Fangio qui faisait référence à un country club là-bas. Puis rappelle-toi, à un certain point dans la saison l'an dernier, il y a une table de ping-pong qui a disparu du vestiaire des Dolphins. Puis Mike McDaniel était sorti en conférence de presse puis il avait dit ah, je suis content, les joueurs prennent la saison au sérieux, ils vont vouloir se concentrer. Puis Tyreek Hill est allé ensuite en conférence de presse puis il a dit non, 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 c'est juste que j'en ai acheté une plus belle ou plus nouvelle, peu importe. Donc ça avait fait une drôle de situation. Puis bon, évidemment, à ce moment-là, on avait tout pris à la blague, mais c'est un peu de dire aussi comme ça. L'entraîneur fait un message positif pour dire ah, je suis derrière mon équipe est derrière moi. Puis le joueur va le contredire après en conférence de presse. Harry Hill n'était pas obligé de le spécifier là, qu'il avait juste remplacé la table de ping-pong. Donc, écoute, moi, c'est une situation que j'avais trouvée anodine à ce moment-là, mais que j'avais quand même trouvé un peu drôle. Mais si les ennuis ou s'il y a des signes de country club se poursuivent cette année, on va peut-être pouvoir revenir à cette histoire. Ah, écoute, je ne suis pas au courant de cette anecdote, mais on va garder ça en tête au cours de la saison là, du côté des Ouais. Dolphins de Miami. Bon, maintenant, on va se tourner du côté des Bills de Buffalo. Les Bills ont terminé en tête de la section S de l'AFC. La saison dernière, avant le début de la saison, ils étaient des aspirants au Super Bowl. Ils demeurent encore une fois des aspirants au Super Bowl. Toutefois, le visage des Bills a changé Renaud, au cours de la saison morte. On va justement jeter un coup d'œil aux ajouts significatifs, aux départs significatifs du côté des Bills. Et notamment, dans la colonne de droite, les joueurs qui ont quitté l'organisation, Stephen Diggs. Diggs, tu t'en souviens, il y a des années de ça, on avait complété une transaction avec les Vikings de Minnesota. On voulait Mhm. justement donner un receveur numéro un à notre jeune carrière à l'époque, Josh Allen. Maintenant, Diggs est parti. Selon moi, il est sur la pente descendante de sa carrière. L'année dernière, lors de la deuxième moitié de la saison, on a diffusé plusieurs matchs des Bills sur les ondes de RDS. Et puis toi et moi, Mhm. au Red Zone, on voit tous les matchs. Diggs était pratiquement invisible. Alors, personnellement, puis on sait qu'il a un fort caractère aussi. C'est une tête forte.
pense pas que c'est une mauvaise chose, finalement, que les Bills s'en soient départis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le timing était là pour les Bills pour laisser partir Stephon Diggs. Tu as dit une mauvaise deuxième moitié de saison, mais écoute, je te dirais que passer le 5e match de la saison des Bills, là, ça a été assez difficile pour Diggs. Puis une fois en éliminatoire, il a été complètement invisible. Les Chiefs l'ont brassé dès le début du match, puis on l'a plus revu par après. Ils ont aussi laissé partir Gabe Davis, qui, oui, était ce qu'on appelle un underachiever, là, qui avait moins bien fait que les attentes étaient après son gros match éliminatoire il y a quelques années contre les Chiefs de Kansas City. Ceci étant dit, je pense que dans les deux cas, on a bien fait de faire pour neuf. Avec Davis, on le savait, c'était pas l'avenir, c'était pas un receveur assez fiable pour devenir notre receveur numéro un. Dans le cas de Diggs, vieillissant sur la pente descendante. Ceci étant dit, ça va être intéressant de voir qui va prendre la relève cette année parce qu'on n'avait pas nécessairement de receveur dominant sur l'équipe déjà avec les Bills et on n'a pas été en chercher durant la saison nord. Tu sais, les McCollins, Curtis Samuel, qui est plus un gars gadget selon moi qu'autre chose, Mhm. qui même va prendre des répétitions dans le champ arrière de ce qu'on a vu là, des échos du camp d'entraînement. Un Marcus Valdez-Scantling, lui, dans son cas, depuis le début du camp, on entend qu'il est sur la bulle, là, qui pourrait même être coupé avant même le début de la saison du côté de Buffalo. Et on a repêché Keon Coleman avec un no-show au repêchage. Donc, ça va être intéressant de voir ce groupe-là, mais visiblement, il va avoir une certaine période d'adaptation pour Josh Allen. Est-ce qu'elle va se faire en match préparatoire? Est-ce qu'elle va se faire en début de saison? On verra. Mais c'est comme si on remixait le groupe au grand complet des receveurs des Bills. Donc, ça va être intéressant de suivre. Chose certaine, ils ont un bon corps arrière. Le problème, il viendra pas du gars qui lance les. Alors, Josh Allen est un des meilleurs carrières de la NFL, hein. C'est un des meilleurs talents à cette position-là. Tellement grand, gros, rapide. Tu sais, combien de fois tu vois, il y a deux, trois joueurs qui s'accrochent à lui, puis ils continuent d'avancer, ou bien il est en mesure de se débarrasser de leur plaqué, puis il complète une passe. Écoute, quel joueur Josh Allen. Puis je pense rendu à ce stade de sa carrière, ben justement, là, il n'a plus besoin de Stephen Diggs. Mais c'est un bon point que ça amène, tu vois, au niveau du groupe de receveurs de Buffalo. Moi, j'ai l'impression qu'on va assister à un changement de philosophie du côté de l'attaque des Bills. Ça a commencé la saison dernière, souviens-toi, Renaud. Lorsqu'on a congédié Ken Dorsey, que Joe Brady l'a remplacé en tant que coordinateur à l'attaque, c'est là qu'on a vu les Bills avoir une attaque plus équilibrée. On misait plus sur le jeu Mm-hmm. au sol. Alors, je crois que ça va être, on va assister à la suite de ça. Parce qu'une chose que j'ai jamais aimé des Bills de Buffalo, oui, ils avaient une des meilleures équipes de la NFL lors des dernières années, mais c'est pas une équipe qui était équipée pour jouer à Buffalo. Ce que je veux dire, c'est qu'on misait beaucoup sur des formations avec trois receveurs de passe. Et lorsque tu joues à Buffalo, tu es rendu au mois de décembre, au mois de janvier, tu peux pas essayer de passer le ballon en outrance. Tu te dois d'avoir une attaque équilibrée, au moins son jeu au sol doit être productif. Tu sais, quand tu vas jouer dans ce genre de rencontre par temps froid et tout, et tu es en mesure de contrôler l'allure de la rencontre, le rythme du match. Alors, c'est ce qu'on avait en deuxième moitié de saison du côté des Bills avec Joe Brady. Là, Joe Brady, il a eu toute la saison morte pour travailler sur son attaque. Je crois vraiment qu'on va assister à un changement de philosophie, qu'on va utiliser plus des formations avec deux ailiers rapprochés, parce qu'on mise sur deux bons ailiers rapprochés. Dawson Knox et Dalton Kincaid, qui étaient une recrue l'année dernière. Alors, je crois que Kincaid, on l'aime beaucoup du côté des Bills, c'est un ancien choix Mm-hmm. de première ronde. Je crois qu'il va prendre une place plus importante du côté de l'attaque afin justement de compenser les départs de Diggs et également de Gabe Davis. Et Gabe Davis, on ne sait jamais d'une semaine à l'autre quel genre de performance qu'il nous allait offrir. Capable d'un match de 200 verges ou d'un match de 3 réceptions pour 20 verges ou à peu près. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est ce qu'on tente d'établir du côté de Buffalo. Ouais, puis écoute, on a parlé des départs en attaque, il y en a eu aussi en défense chez les Bills. Ben, avant, pour compléter en attaque, Mitch Morse, le joueur de centre qui a quitté pour coordonner le jeu Oui. au sol. Souvent, on aime se fier sur le joueur de centre, donc ça va être de nouvelles adaptations à faire. Mais du côté défensif, nos deux maraudeurs ont quitté. Micah Hyde, Jordan Poyer, qui a signé avec les Dolphins d'ailleurs, qui a quitté. Et tous ces départs-là, tout cet argent-là qu'on se dit comment est-ce que les Bills ont fait pour échapper tous leurs joueurs, il est où? Il est sur le banc avec Von Miller, qui est un joueur de rotation, même un réserviste présentement sur l'équipe des Bills depuis qu'il est arrivé là. Il a un énorme contrat. Puis quand on lui a demandé de quitter ou de prendre moins d'argent, Von Miller, lui, il a signé ce contrat-là. L'argent garanti, il l'a pris pour du cash, comme on dit. Ben, on n'a plus les moyens de payer d'autres joueurs qu'on aurait peut-être voulu garder à Buffalo. Donc ça a été une grosse bourde de l'administration parce que là, cette année,
force est d'admettre qu'on regarde l'alignement puis on compare avec celui de l'an dernier. Je ne suis pas en train de dire que les Bills vont s'écrouler totalement, mais on ne peut pas dire que les Bills ont fait un grand pas vers l'avant. Non, tu as raison. Écoute, plusieurs départs, tu viens de les mentionner du côté de l'unité défensive. Je misais sur Sean McDermott. McDermott, qui est toute une tête de football en défense. Il est un ancien coordinateur défensif. Donc, je crois qu'il va être capable de trouver des solutions du côté de l'unité défensive. Mais c'est vrai, ouais, c'est que, bon, ça amène des questions. Pour ce qui est de Von Miller, moi, j'ai toujours été un fan de Von Miller. Même à l'époque, lorsqu'il jouait à Mhm. Texas A&M, tellement rapide, tellement explosif. Euh, Tout un chasseur de quart. On a vu là, les joueurs être intronisés au Temple de la Renommée à Kenton, en Ohio, au cours du week-end. Un jour, il va se retrouver là. Joueur par excellence du Mhm. Super Bowl 50 lorsque les Broncos avaient défait Ouais, les Panthers à Caroline. Mais tout ça, c'est dans le passé. Von Miller est plus l'ombre de lui-même. Tu sais, c'est quoi, c'est il y a 2 ans, il s'était blessé un genou. L'année dernière, on le ouais. voyait jamais. Je regardais là, lorsqu'on diffusait un match, il est plus explosif au coin de la ligne comme il l'était. C'est normal, là, il a du kilométrage encore, il a subi des blessures aux jambes. Mais je suis d'accord avec toi, je ne sais pas comment ça, Von Miller est toujours là au sein des Bills de Buffalo. Ça me fait mal de le dire parce qu'il a été un des joueurs favoris lors des 10, 12 dernières années. Je l'avais même interviewé Ouais. à l'époque, après son année recrue. J'étais à Dallas pour le Super Bowl, il était là, j'avais interviewé, super gentil. Il est rendu au bout du rouleau. Alors, ouais, tu as raison de soulever ces questions-là concernant la défense des Bills de Buffalo. Ce sont vraiment des questions légitimes. Puis, écoute, je te pose la question, on va jeter maintenant un coup d'œil à l'état d'âme des partisans des Bills plutôt. Qu'est-ce qu'ils pensent de la saison là, qui s'en vient du côté de Buffalo? Alors, tu vois, il y a un génie à gauche, puis le partisan des Bills. Puis là, il dit aux partisans des Bills, écoute, il a seulement 3 règles là, afin de demander un souhait. Tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un, tu ne peux pas demander de forcer quelqu'un à tomber en amour, et tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est décédé de revenir à la vie. Partisans des Bills qui lui demandent, est-ce qu'on pourrait battre les Chiefs en éliminatoire et gagner un Super Bowl? Finalement, le génie lui dit, ah, il y a quatre règlements. Alors, on ne peut pas demander ça. Mais les partisans des Bills qui sourissent quand même à l'approche de la saison. Alors, Renaud, est-ce que l'attaque des Bills va être améliorée avec Ken Dorsey? Est-ce que les Bills, ils vont être jugés par leur succès forcément de fin de saison, là, que ce soit au mois de janvier et au mois de février en éliminatoire? Ouais, ben, tu sais, l'an dernier, ça a été un début de saison là. On en a parlé tantôt pour les Bills. J'ai comme l'impression qu'on pourrait assister au même genre de saison, étant donné qu'on a une certaine cohésion à créer, particulièrement au niveau de l'attaque, là, au niveau du synchronisme avec les nouveaux receveurs et tout. Mais des joueurs comme Keon Coleman, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, tu sais, on parlait de Charleston Rambo tout à l'heure, là, va commencer tranquillement, mais qui peut-être rapidement, là, vers la mi-saison et dans les dernières semaines, va prendre un rôle important. Il y a certains échos venus du camp d'entraînement qui disent que c'est le meilleur receveur sur l'alignement des Bills présentement. Donc, ça, c'est pas peu dire. Le gars n'a même pas encore un match d'expérience dans la NFL. Donc, est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout pour les Bills? On a une division. On a fait l'analyse des 3 autres équipes. Prenable, je pense. Les Bills vont assurément être maîtres de leur propre destinée pour la saison à venir. Donc, à voir pour cette équipe-là. Alors, le over-under pour les Bills de Buffalo en vue de la saison 2024, plus ou moins 10 victoires et demi pour les Bills de Renault. Je vais y aller avec plus, mais je vais y aller à 11. Je pense que l'équipe va se situer à peu près là. Comme je l'ai dit, je pense qu'en début de saison, on va peut-être échapper 1 ou 2 matchs qu'on n'était pas nécessairement supposé échapper, étant donné qu'on est une équipe qui essaye de trouver ses repères. Ceci étant dit, le talent va remonter à la surface. Les Bills vont gagner la division, selon moi, avec 11 victoires, donc très serré devant les Dolphins. Les Bills qui sont toujours dans les matchs, même lorsqu'ils perdent, on le voit à l'écran. La dernière défaite des Bills par 6 points ou plus, donc un touché ou plus en saison régulière, ça remonte au 11 novembre 2021. Imagine-toi, ça fait près de 3 ans. Alors, plus ou moins 10 victoires et demi, je veux dire moins. 10 victoires. 10 victoires pour les Bills. Je crois qu'ils vont tout de même terminer en tête de la section, mais avec 10 victoires, pour les raisons que tu viens de mentionner. Je crois qu'on va avoir une certaine période d'ajustement. Peut-être qu'on va assister à un autre lent début de saison du côté de Buffalo. Mais qu'est-ce qui est important, c'est terminer la saison régulière en force, se qualifier pour les éliminatoires. Et après ça, connaître du succès lors des matchs d'après-saison. C'est ce qu'on attend à Buffalo depuis toujours, depuis les années 90, depuis les 4 défaites Ouais, consécutives au Super Bowl. Ça fait longtemps, là, on parle d'une trentaine d'années maintenant. Là, on est rendu en ouais. 2024.
Donc, ça fait longtemps. On est patient du côté des Bills. On a des partisans passionnés. Alors, on verra si 2024 sera finalement la saison où la patience des partisans des Bills sera récompensée. Alors, en terminant, on va jeter un coup d'œil justement à notre classement de puissance de la section Est de l'Association américaine, notre power ranking du podcast Sac du Cœur. Ben, les Bills de Buffalo sont toujours la meilleure équipe, suivi des Dolphins de Miami, des Jets. Peut-être que ça va être interchangeable entre Miami et les Jets, on verra, et les Patriots de l'Angleterre en dernière position du classement. C'est un copier-coller du classement final de l'année dernière. Alors, ça veut dire que c'est pas exactement ça qui va arriver. C'est très rarement le classement des divisions exactement le même d'une saison à l'autre. Bon, ben écoute, Renaud, on a fait le tour de la section S de l'Association américaine. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Puis écoute, on va se croiser lors d'un des entraînements des Alouettes cette semaine, fort probablement. Oui, absolument. Merci beaucoup de l'invitation, Didier. Allez, porte-toi bien. Alors, c'était Renaud Bourbonnais. On va maintenant se tourner à la Minute des fans. À toutes les semaines, je vous invite à m'envoyer vos questions via le site, l'adresse courriel plutôt oui, du podcast Le Sac du Cœur. L'adresse courriel, elle est simple, c'est le sac du cœur à commercial-gmail.com, le sac du cœur à commercial-gmail.com. Et je vous invite à nous envoyer vos questions en format vidéo, trentaine de secondes au maximum. Et on en a reçu deux cette semaine. Alors, écoutons la première question. Bonjour Didier. Ma question cette semaine concerne le draft de la NFL 2024. J'ai remarqué que les Commanders avaient choisi en deuxième ronde un cornerback, le Mike Sainristil, un cornerback de Michigan, All-American Player. Fait que je me demandais si ce choix-là pouvait devenir une menace à Benjamin Saint-Just, là, qui est à la dernière année de son contrat. Donc, merci. Merci à toi, Régis. Régis, lentement mais sûrement, est en train de devenir le fan numéro un du podcast. Une deuxième semaine consécutive, il nous envoie une question, mais une deuxième semaine consécutive, Régis nous envoie une question qui est pertinente. Oui, Mike Saint-Ristil, c'est Saint-Ristil, la prononciation de son nom de famille, puisqu'il est d'origine haïtienne. Et oui, comme tu l'as dit, c'est un ancien de l'Université de Michigan. Il est tout un joueur de football. Mais toutefois, je ne crois pas qu'il soit une menace pour Benjamin Saint-Just. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même type physiquement, ils ne sont pas le même type. Benjamin est très grand pour un demi-défensif. 6 pieds, 4 pouces, possède de longs bras, alors que Saint-Récile est plus petit. Je pense qu'il pourrait être utilisé à la position de demi-coin intérieur, à la position de nickel. Il est robuste, il n'est pas poltron malgré son petit cabaret. Mais ils ont vraiment des styles différents. Je ne crois pas que Saint-Récile, c'est le genre de joueur que tu peux mettre à l'extérieur à la position de demi de coin. On l'utilisait à plusieurs positions au niveau de la tertiaire de l'Université de Michigan. Je sais que ça dit que c'est un demi-coin, mais c'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer à plusieurs positions. Alors, ça, c'est un bel ajout du côté de la tertiaire de Washington, mais je ne crois pas que ce soit une menace pour Benjamin Saint-Just. Alors, encore une fois, Régis, merci beaucoup pour ta question. C'est grandement apprécié. Maintenant, notre deuxième question, elle nous vient de la France, rien de moins de Lupin. Alors, écoutons. Salut Didier et surtout salut Marc-André. J'ai une question pour vous pendant que je passe par Fribourg pour les vacances et que j'écoute votre podcast. Est-ce que Jason Kelce pourrait devenir coach des Eagles dans un avenir rapproché ou pas? J'ai dit de la France, Fribourg en Suisse. Alors, merci beaucoup, Lupin, de nous avoir envoyé ta question. Malheureusement, Marc-André n'est pas avec moi aujourd'hui. Il a enregistré son segment Fantasy Football qu'on va jouer dans quelques minutes. Ben oui, comme toi, c'est un grand partisan des Eagles de Philadelphie. Et quelle est la question? Guillaume, est-ce que tu pourrais nous rejouer la question? J'ai pas porté attention. Salut Didier et surtout salut Marc-André. J'ai une question pour vous pendant que je passe par Fribourg pour les vacances et que j'écoute votre podcast. Est-ce que Jason Kelce pourrait devenir coach des Eagles dans un avenir rapproché ou pas? Oui, alors, est-ce que Jason Kelce pourrait devenir entraîneur des Eagles? Je ne crois pas, parce que Jason Kelce, ben, il va travailler à la télévision au cours de l'automne. J'imagine, Lupin, étant donné que tu es un grand partisan des Eagles de Philadelphie, que tu sais que Jason Kelce, ben, il a son podcast avec son frère Travis Kelce, et puis leur podcast fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a une chaîne de podcast qui leur a offert un gros montant d'argent là, pour pouvoir diffuser leur podcast.
Il va être à la télévision en plus cet automne. J'ai oublié quel réseau américain l'a embauché. Alors, Jason Kelsey, sois pas inquiet pour lui. Il va être très occupé durant l'automne. Puis, il semble pas avoir un intérêt afin de devenir entraîneur. Alors, je sais qu'il est très populaire à Philadelphie, mais Jason Kelsey, si tu l'aimes, il va être partout durant l'automne au niveau des médias. Alors, il semble qu'il n'aura pas un avenir en tant qu'entraîneur. Puis on me dit à l'oreille, merci Guillaume, que c'est Amazon qui a embauché Jason Kelsey. Alors, fera partie de la diffusion des matchs qui sont présentés à Amazon les jeudis soirs. Alors, encore une fois, un gros merci, Lupin. Tu es en vacances en Europe et tu as pris le temps de nous envoyer une question. J'espère que tu passes de formidables vacances. Alors, merci pour la question que tu nous as envoyée. Alors, comme je vous disais, Marc-André, pour cette semaine, eh bien, il a enregistré sa chronique Fantasy Football et il nous parle des joueurs qui, selon lui, pourraient être des flops lors de la prochaine saison de la NFL. Alors, écoutons ce que Marc-André a préparé pour nous. Donc, Didier, cette semaine, je décide de vous parler, de vous présenter des joueurs, en anglais, on dit des busts, des joueurs qui ne livreront pas la marchandise ou qui vont décevoir leur propriétaire fantasy cette année. Je commence à la position de carrière avec le quart des Texans de Houston, CJ Stroud. Là, je veux dire, je suis un fan de CJ Stroud, le joueur. Je veux qu'il excelle, mais son problème en ce moment, c'est son rang de repêchage. Et c'est souvent ça lorsqu'on parle de joueurs qui vont décevoir. C'est le rang de repêchage versus la production qui risque de ne pas vous combler, disons, ses propriétaires fantasy. CJ Stroud est le quart numéro 6 en ce moment dans vos repêchages. On le repêche en 4e ronde. On le repêche comme un quart d'élite. Et je ne suis pas convaincu qu'il a déjà atteint ce statut de quart élite dans la NFL. Il faut dire que l'année dernière, CJ Stroud a terminé 4 fois dans le top 10 à la position de quart, mais c'était contre des défenses mauvaises. Donc, il a exploité les mauvaises défenses, CJ Stroud. Pour vous donner un exemple, euh, il a terminé dans le top 10 contre les Buccaneers, qui était la 29e défense contre la passe, contre les Bengals, qui était la 28e défense contre la passe, contre les Jaguars, qui était la 26e défense contre la passe, et Indianapolis, la 16e. Donc, on a exploité les mauvaises défenses, comme je l'ai dit, du côté de CJ Stroud. Et contre les bonnes défenses la saison dernière, ben, c'était pas mal plus difficile dans son cas. Par exemple, il a terminé au 30e rang contre la grosse défense des Jets, qui était excellente contre la passe, 22e également contre les Ravens, et même 23e contre les Panthers, qui était 3e contre la passe. Et cette année, le calendrier des Texans, c'est un calendrier plus difficile. On affronte vraiment des défenses intraitables assez régulièrement. Il va faire face à plusieurs défenses top 10. Donc, c'est pour ça que je pense que CJ Stroud va décevoir ses propriétaires fantasy qui le repêchent au 4e rang. J'aime CJ Stroud, le joueur, mais pas son rang fantasy. C'est pourquoi je pense qu'il va décevoir, qu'il est un joueur qui ne livrera pas la marchandise au niveau fantasy en 2024. Je suis obligé d'être d'accord avec Marc-André parce que les Texans de Houston, juste lorsqu'on regarde leur calendrier, ce calendrier qui est très difficile. Ils ont le calendrier d'une équipe qui a terminé au premier rang de cette section. L'année dernière, il n'y avait pas d'attente. Ils avaient eu le premier choix du repêchage. Du moins, oui, c'est ça. Ils avaient terminé en quoi? En deuxième position, ils avaient repêché au deuxième rang. C'est la Caroline qui avait eu le premier choix. Donc, on avait été une des pires formations de la NFL. Alors, le calendrier était facile pour les Texans de Houston. Puis là, les équipes vont être prêtes à affronter Houston. Il n'y a personne qui va prendre les Texans à la légère. C'est la raison pour laquelle, moi aussi, je crois qu'en termes de fantasy football, ça me fait mal au cœur de le dire parce que j'adore CJ Stroud. Mais ouais, je crois qu'effectivement, il pourrait être un flop en termes de fantasy football. Je suis d'accord avec Marc-André. Alors, voici le prochain joueur que Marc-André va nous parler. À la position de porteur de ballon, je veux vous parler de Kenneth Walker, le porteur de ballon des Seahawks de Seattle, qui est le porteur numéro 16 au niveau fantasy. En ce moment, c'est un choix de milieu de 4e ronde. La chose à savoir avec Kenneth Walker, c'est qu'en 2023, il a perdu quand même 141 opportunités au profit de Zach Charbonnet. C'est énorme parce que, oui, il a terminé dans le top 20 à la position en format PPR lors des 2 dernières saisons. En 2023, il a terminé au 19e rang. En 2022, il a terminé au 18e rang. Mais c'est un porteur de ballon explosif. Je pense que s'il avait 300 opportunités en une saison, il pourrait intégrer le top 10, mais c'est ce que je pense qu'il va manquer à Kenneth Walker. Et vous le repêchez quand même assez tôt au niveau fantasy.
On en parle depuis le début de mes capsules fantasy, depuis le début du podcast cet été. L'attaque des Seahawks cette année est un peu mystérieuse avec un nouveau régime en place, spécialement en attaque. Et je veux dire, la vibe au camp des Seahawks envers Kenneth Walker est quand même excellente. On dit qu'il, selon les entraîneurs, on dit qu'il pourrait être un porteur de ballon de 3 essais. Je mets encore un petit bémol que c'est des déclarations de camp d'entraînement. Je ne suis pas encore convaincu. Je pense quand même que Zach Charbonnet va avoir une grande place dans l'attaque des Seahawks. Le problème avec ça, c'est qu'avec Kenneth Walker, c'est pas son explosivité, disons, où il est capable, ses habiletés offensives, il est capable de jeu explosif, mais je me demande justement s'il sera utilisé assez pour intégrer un top 10 fantasy. Le problème avec Kenneth Walker, c'est que je l'aime bien, mais j'aime d'autres joueurs que l'on repêche plus tard au niveau fantasy. Je pense notamment à James Conner, Alvin Kamara et même Ramondre Stevenson. Donc, pour moi, Kenneth Walker, c'est un choix risqué à la position où il est en ce moment. C'est pour ça que je pense qu'il va décevoir ses propriétaires fantasy en 2024. Ah, ben là, cette fois-ci, Marc-André et moi, on n'est pas d'accord. Parce que moi, je crois qu'étant donné que le nouvel entraîneur-chef des Seahawks, Mike McDonald, est un ancien coordinateur en défense, une chose qu'on sait, des entraîneurs-chefs qui sont des anciens coordinateurs défensifs, ils aiment courir avec le ballon. La seule chose, est-ce que Walker sera en mesure de rester en santé? L'année dernière, il a raté des matchs en raison de blessures. Mais s'il peut rester en santé, je crois qu'il va être un homme très occupé dans le champ arrière des Seahawks de Seattle. Écoutons maintenant le troisième joueur que Marc-André croit qu'il pourrait nous décevoir en termes de fantasy football. Je veux également vous parler du porteur de ballon des Bears de Chicago, DeAndre Swift, qui présentement est un choix de 5e ronde au niveau fantasy. Je vois pas pourquoi, oui, il est un porteur de ballon numéro 1 d'une équipe en ascension, mais je vois pas pourquoi on gaspillerait un choix de 5e ronde sur DeAndre Swift. Il en est quand même à sa 3e équipe en 3 ans. Moi, ça me dit que ça met un petit bémol justement à sa production parce que justement, il n'a pas été super productif lors des 2 dernières saisons. En 2023, grâce à la grosse ligne à l'attaque des Eagles, il obtenait en moyenne 2,6 verges avant le contact derrière cette ligne offensive-là. Ça s'est traduit par quoi? Par être le porteur de ballon seulement numéro 23 au niveau fantasy. Il a 9 matchs l'année dernière avec moins de 10 points fantasy. Donc ça, c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas pour DeAndre Swift. Et il y aura de la compétition dans le champ arrière quand même des Bears de Chicago cette année avec Rashawn Johnson, qui est justement à sa 2e année, qui est à l'Université du Texas, qui ont dit beaucoup de bien, et Khalil Herbert, qui a quand même une excellente moyenne de verges par course, qui aura également des opportunités. Donc, ça fait vraiment 2 autres porteurs de ballon ou une compétition à 3 porteurs de ballon. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on désire au niveau fantasy. Il y a également un changement de philosophie. On a ajouté des armes en attaque, spécialement dans le jeu aérien, avec évidemment Caleb Williams, Rome Odunze, mais aussi Keenan Allen, et on a DJ Moore. Donc, je pense que les Bears vont passer davantage. Donc, ça pourrait jouer également sur la production de DeAndre Swift. Comme je l'ai dit, un choix de 5e ronde en ce moment. Personnellement, je passe dans le cas de DeAndre Swift. Je pense qu'il va vraiment vous décevoir cette saison. Ah, moi, j'ai bien hâte de voir ça, là, les Bears de Chicago. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur les Bears avec l'arrivée de Caleb Williams et des ajouts comme DeAndre Swift. Que la ligne d'attaque pourra créer des brèches pour Swift? J'en doute un peu. Alors, ouais, je suis d'accord avec Marc-André. Maintenant, écoutons ce que Marc-André a à nous dire à propos du fiable, habituellement fiable, Mike Evans des Buccaneers. Je veux vous parler de Mike Evans, le receveur de passe des Buccaneers de Tampa Bay. L'année dernière, ça a vraiment été la plus belle aubaine, selon moi, au niveau fantasy, parce qu'avant les repêchages 2023, il était classé au 29e rang à la position de receveur de passe. C'est un choix que vous repêchiez en 7e ronde. Il a terminé, imaginez-vous, comme receveur numéro 5 à la position l'année dernière. Donc, vraiment, il a comblé les propriétaires fantasy qui ont mis la main sur Mike Evans dans le repêchage. Mais cette saison, l'histoire est différente. Mike Evans est présentement le receveur numéro 14 au niveau fantasy, donc un choix de 3e ronde. Il ne faut pas oublier que Mike Evans, il arrive à 31 ans. C'est un joueur vieillissant. L'année dernière, il a terminé, oui, au 5e rang à la position, mais c'était vraiment dû à ses 13 touchés. Et on sait qu'en fantasy, les touchés, c'est vraiment une donnée qui est aléatoire année après année. On peut difficilement prédire ça. Maintenant, je sais que l'attaque des Buccaneers va être semblable sur le terrain,
à celle qui était là l'année passée avec Baker Mayfield. Et on sait, vous pouvez me dire, oui, Baker Mayfield, Mike Evans, il a connu sa meilleure saison avec Baker Mayfield, mais moi, je me demande si le départ de Dave Canales va justement jouer un peu en sa défaveur. Est-ce que les touchés vont aller ailleurs dans l'attaque des Buccaneers? Est-ce qu'il va y avoir plus de touchés à Chris Godwin? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, Mike Evans à la position 14, choix de troisième ronde. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut répéter ce qu'il a fait l'an dernier? Moi, j'en doute. C'est pour ça que je pense qu'il va décevoir ses propriétaires fantasy cette année. Ouais, j'avoue, hein, Mike Evans, écoute, il a atteint la marque des 1000 verges par rapport de réception lors de chacune de ses saisons depuis son année recrue, mais toute bonne chose a une fin, là. Il n'est pas éternel. Alors, si j'avais à parier, moi aussi, j'irais de pari que Mike Evans va connaître une baisse de régime au détriment de ses propriétaires en termes de fantasy football. En tout cas, s'il va connaître une autre saison de plus de 1000 verges par rapport de réception, je serais très heureux de le voir, parce que ça fait longtemps qu'Evans est très productif. Écoutons maintenant Marc-André pour son choix d'un autre joueur qui pourrait être un flop en termes de fantasy football. Je veux vous parler également de Deebo Samuel, le receveur de passe des 49ers de San Francisco, parce que juste mettre en lumière le fait que son rôle a diminué depuis son année vraiment, son année d'éclosion en 2021. En 2021-2022, il a été ciblé plus de 7 fois par match par les corps des 49ers, en l'occurrence Brock Purdy. Et en 2023, il a été seulement ciblé 5 fois par match. En 2021, on se souvient parce que Deebo Samuel est un receveur qu'on utilise également en situation de course. Il avait obtenu en moyenne 1,43 points fantasy par match en 2021. Ça a diminué de 20% depuis, notamment avec évidemment l'arrivée de Christian McCaffrey avec les 49ers. Et je tiens à vous dire que pour Deebo Samuel, le problème, c'est Brandon Ayuk. Oui, il n'a pas encore signé, en tout cas à l'heure où j'enregistre ses propos, mais Brandon Ayuk demeure le meilleur receveur et la cible de prédilection des 49ers dans l'attaque, justement dirigée par Kyle Shanahan. Ayuk a un meilleur pourcentage de réussite que Deebo Samuel en termes d'attraper. Et c'est pour ça que je pense que Samuel, qui est le receveur numéro 12 en format fantasy cette année, l'année dernière, il a terminé à cette position, mais c'était en vertu de ses 12 touchés. Lui aussi, c'est un peu comme Mike Evans, beaucoup de touchés. Est-ce qu'il peut répéter à ce niveau-là? Ça reste à voir parce qu'il n'est pas la cible numéro 1 dans une attaque qui est vraiment explosive. Il est un choix de troisième ronde en ce moment, Deebo Samuel, et pour moi, je passe parce que je pense que tant que Brandon Ayuk est là, Deebo Samuel ne pourra pas remplir un plein potentiel fantasy. Il va décevoir ses propriétaires cette année en 2024. Et maintenant, il ne reste plus qu'un joueur. Alors, quel est le dernier joueur que Marc-André croit qui pourrait s'avérer être une déception là, pour ses propriétaires de fantasy football? Je vais vous parler de David Njoku, qui est l'ailier rapproché des Browns de Cleveland en 2023 avec Deshaun Watson. Hein, on le sait, c'est la statistique, je vous en ai déjà parlé plus tôt cette saison, la statistique de Njoku avec Deshaun Watson est vraiment décevante. Il a été l'allié rapproché numéro 13 avec Watson, a été ciblé seulement 5 fois par match en moyenne, 8 points fantasy par match en 2023. Et en 2022, c'était la même chose, ciblé 5 fois par match, 9 points fantasy en format PPR. Donc, avec Deshaun Watson, vraiment, David Njoku n'est vraiment pas un allié rapproché dominant au niveau fantasy. Et j'aimerais quand même, j'ai une petite statistique pour vous dire qu'avec Deshaun Watson, en général, les alliés rapprochés ne sont pas mis à contribution parce que jamais avec Deshaun Watson, un allié rapproché a terminé plus haut qu'au 19e rang. Puis ça compte même les années de Watson à Houston. Donc, les alliés rapprochés de Deshaun Watson, ne font pas bon ménage, ne sont pas de bons amis. Et également, il y a l'arrivée de Jerry Jeudy à Cleveland qui, je pense, va voler des opportunités dans le jeu aérien à David Njoku. Fait que pour moi, David Njoku, à la position numéro 10, je passe encore une fois cette saison, je pense qu'il va décevoir ses propriétaires fantasy. Je regarderai tant qu'à repêcher un ailier rapproché en 9e, 10e ronde, tant qu'à repêcher Njoku, je préfère lancer des dards ou prendre un billet de loterie avec des joueurs comme Brock Bowers. Et j'aime beaucoup Jake Ferguson, qui est juste avant lui également. Donc, pour moi, David Njoku ne livrera pas la marchandise en 2024. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Alors, remercie Marc-André Chaloux, Renaud Bourbonnais et Damien Harford de leur passage à cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. J'espère que cet épisode vous a plu.
On vous reparle la semaine prochaine.